Complètement, j'étais KO. Quand Glenn est arrivé et qu'on me l'a posé sur moi, alors je l'annonce, j'ai pas eu cette vague d'amour, dont on parle, j'ai pas eu ce moment à me dire: «Il devient ma vie entière». Non, du tout. Je me suis dit: «Qu'est-ce que non, attends, attends, il était dans mon ventre, il est sorti, il est sur moi. Attends, c'est quoi ce bordel? Attends, il se passe quoi?» Voilà ce qui s'est plus passé dans ma Ouais, tête. bonjour à tous, vous écoutez aujourd'hui un podcast de la boîte à maman, une belle initiative co-créée par moi, Aurélie. Et moi, Laetitia, pour vous aider à bien vivre votre grossesse, votre maternité et vous accompagner dans vos premiers pas de parents. Grossesse, Conseils, maternité, astuces. parentalité. La boîte à maman. Bonjour à toi, Victoria. Bonjour. Je te laisse te présenter, me dire de qui est composée ta famille, ce que tu fais dans ta vie. Alors, voilà, moi c'est Victoria. J'ai une famille du coup de 3 personnes avec, mon chéri Alexandre et notre fils Glenn qui va avoir tout juste 11 mois bientôt. Voilà, donc maman à temps plein à la maison, mais aussi entrepreneuse en même temps, donc on jongle, avec, ces 2 profils, on va dire, en ce moment. Pas facile, j'imagine. Avec ton cher et tendre, comment vous êtes rencontrés? Alors on s'est rencontrés avec une application de rencontre, il y a de ça 9 ans. Waouh. Ouais. C'était encore, pas très répandu à cette époque-là. Oui, Donc maintenant c'est commun. oui, complètement. Maintenant, ouais, ça allait et à cette époque-là, c'est vrai qu'on me regardait un peu avec des gros yeux. C'est ça. Ouais, mais en fait, voilà, ça a été, une super surprise quoi parce que je suis tombée sur quelqu'un qui me correspondait, en tout point et ça a été réciproque donc les choses ont Avec les fait que. valeurs avec les bonnes valeurs. Ouais. Ouais, génial. Et puis, vous avez emménagé assez rapidement ensemble? On a emmén ouais, assez rapidement parce que moi, à l'époque, du coup, j'avais, mon appartement à Versailles. J'étais jeune à l'époque, j'avais 22 ans ou 23, je sais plus tout à fait. Lui venait de finir ses études, donc il est venu chez moi, en fait, juste après. Je pense que ça a dû être dans les 6 à 9 mois Ah après oui, qu'on se soit rencontrés. oui, c'est assez rapide. Ouais, Et il y avait un projet de bébé ou de pas du tout. famille? Pas du tout, Enfin, à l'époque, non, évidemment. bien sûr. Après, oui, quand Glenn est arrivé, oui, il y avait un projet. Ouais, Ouais, c'était avoir un projet, un projet un peu amer, étant donné que, c'était un peu l'horloge, biologique des 30 ans et un peu ma crainte, en fait, personnelle d'avoir une grossesse à risque, en cumulant, on va dire, les complications dues, d'une part, à l'âge, mais aussi à des raisons de santé, à ce niveau-là, qui étaient en train de repointer le bout de leur nez. Donc, les choses ont fait que, voilà, on s'est dit qu'il était temps pour éviter les mauvais scénarios et oui, tout s'est bien passé donc, heureusement. mmh, Et donc, projet bébé est lancé. Tu es tombée ouais. enceinte assez rapidement? Ah oui, Ouais. Tu avais un moyen de j'ai pas eu contraception? non, 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 Non. non, on n'a pas de moyen de contraception à la maison. Comme quoi, j'ai l'impression que plus on se dit: «Oh tiens, on a le temps, on se lance», plus vite ça arrive. Bah, je m'attendais pas à ce que ce soit, à ce que ça marche aussi vite, hein, parce que Glenn est né, le 21 décembre, donc quand même on calcule un peu. Oui. On évite cette date, mais non. Du coup, ouais, non, je m'étais dit: «Oh, ça va bien galérer pendant 3 4 mois». Non, non, ça a pas Et le galéré. 1er coup, tu l'as appris comment? Je l'ai senti. Je l'ai senti avant que le test de grossesse, ne me le dise, en fait et j'ai dû attendre une semaine, en fait, entre 2 tests pour voir que c'était bel et bien le cas. Comment as-tu annoncé? Moi, j'ai pas Chérie. attendu. Ah, à chéri, Ah ah oui. à Alexandre, bah, il était avec moi à tous les moments, à toutes les étapes, donc il savait, quand je faisais le test, il était avec moi, en fait, tout le temps, donc il y a pas eu de grande annonce, vu que c'est pas quelque chose que j'ai vécu seule et que j'ai dû après lui C'est dévoiler. génial. Ouais, bah, c'est un peu notre façon de faire, on est toujours tous les 2 en fait, même en ce qui concerne le travail, c'est Ah, vraiment c'est enfin, le génial. confinement nous a pas posé problème, on avait l'habitude. On va dire ça comme ça. Je vois et donc du coup, là, je viens de poser la question, comment l'as-tu annoncé autour de toi? As-tu attendu les 3 mois? Tu l'as annoncé tout de suite? Alors j'ai pas attendu les 3 mois pour, l'annoncer à ma famille, proche, mes parents, mes sœurs et mon frère, parce que j'estime que j'aurais eu besoin d'eux s'il y avait eu un souci, alors de leur soutien en D'accord. fait. Après voilà, c'est ma façon de voir les choses, mais par contre voilà, au-delà, après, j'ai attendu, ouais.
J'ai attendu les 3 mois pour, la famille un peu plus lointaine et les amis. D'accord. Et là, la grande question, comment s'est passée ta grossesse? Donc Alors, ça s'est bien passé, au niveau santé. Glenn, se portait à merveille. Moi, j'avais pas de soucis non plus jusqu'à la fin. Après, les dernières semaines ont été un peu plus compliquées, mais je pense que c'est chose courante en fait, hein, voilà. Mais, sinon, c'est plus moralement. Moralement, j'ai eu beaucoup de mal avec ma grossesse. J'ai du mal en fait à trouver ça merveilleux. Je sens décalage entre, les grandes félicitations que je pouvais entendre et puis, les grandes phrases telles que, «Ah mais c'est à ce moment-là, que tu t'épanouis le plus. Oh mais, tu es radieuse», alors que non, j'ai des ch'tards, je suis grosse. Enfin voilà, tu par exemple. accepté, toi, le changement physique? Le changement physique, ouais, j'ai pas eu trop de mal à l'accepter, pendant la grossesse. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Ouais. Mais, pendant la grossesse, je voyais le bénéfice de ça sur le moment, en fait. Je savais que c'était, pourquoi c'était. Maintenant, il y a plus trop de raisons là. C'est bon, C'est plus bébé, il est grand compliqué. là. Voilà, il a plus trop besoin de moi pour ça. Est-ce que, pendant ta grossesse, donc, tu as été, très entourée par, ton cher et tendre, vous avez préparé la maison, vous avez préparé la chambre Ouais. assez tôt ou vous avez pris votre temps? Non, ça a été l'une des raisons qui ont fait que ma grossesse a été compliquée pour moi, moralement, c'est que, je j'étais pas chez moi. J'ai bel et bien une maison chez moi là qui dans lequel je suis actuellement, mais, il y a eu 3 ans de travaux et Waouh! donc, du coup, je vivais dans un des gîtes de mes beaux-parents. Donc, ce qui est une chance, hein. Il y en a Ah oui. qui font le mobil-home ou qui vivent dans les travaux, j'en ai pleinement conscience. Il n'empêche qu'un bébé, lorsque, pour moi, dans ma conception des choses, la famille a besoin d'un foyer, pas d'un toit uniquement. Et j'arrivais pas à faire, de cet endroit un chez moi pour pouvoir l'accueillir, comme je l'espérais. C'était pas un foyer, tout simplement. Donc, la chambre, ça a été compliqué étant donné qu'en plus on voulait faire du cododo. Du coup, on n'avait pas vraiment, le souci, de préparer la chambre. On a vu ensuite que c'est lui qui a choisi de faire comme ça. Le cododo, c'était pas son truc, donc, voilà, même préparé à l'avance, c'est bien, mais voilà, Je veux ma chambre. c'est ça. Après, sinon au niveau de toutes ces petites affaires et tout, c'est quelque chose que tu as fait sur tard ou dès que tu as su, tu as commencé à acheter, tu as commencé, Dès que j'ai ouais, su, j'ai commencé à acheter. Ça m'a vraiment fait paniquer, hein. Ça m'a vraiment fait paniquer. Je n'arrivais pas à trouver une seule ressource, complète, tout ce qu'il faut, en fait, lorsque tu attends un enfant. J'ai beau avoir, 3 grandes sœurs qui ont toutes des enfants, pas pareil quand tu le non, vis, ça a rien à je voir suis totalement d'accord. et je n'ai pas trouvé ces ressources-là, donc du coup, j'allais vraiment chercher partout. Je demandais de l'aide, en fait, un peu partout. Finalement, bah, oui, j'ai préparé, mais c'était pas ce qu'il fallait ou c'était pas assez ou Ouais, c'est ça. et ça m'a fait la même chose pour la valise de maternité, où au final, j'ai déménagé 2 valises, quoi. Je savais plus, moi, j'étais je savais plus, en fait, Écoute, c'est pas vaut mieux clair. trop prévoir que pas assez, hein. Ouais, c'est vrai. Et du coup, tu arrivais à identifier ton bébé, savoir si c'était une fille, un garçon, à te projeter? Ouais, ça a été un gros souci aussi. Hem, Glenn était, vu comme étant une fille. Lors de la deuxième échographie, je crois. Je sais plus tout à fait, à combien d'échographies on était parce que j'avais une sage-femme échographiste, donc je faisais une échographie à chaque fois. Donc on va dire vers les 4 mois, vers les 16 semaines autour de Je par là. crois que c'était ça à peu près ça et donc Glenn était une fille. Donc Glenn en fait, c'était Capucine D'accord. à ce moment-là, voilà. Du coup, oui, j'ai vu ma fille, je l'ai imaginée. Comme beaucoup de mamans, je pense que je l'ai, idéalisée, ma fille. Bah oui, hein. Voilà et en fait, lorsque j'ai découvert que c'était un garçon, lors de l'échographie qui suivait, c'était un vrai choc. Un vrai choc. Hem, je me suis sentie illégitime de ressentir en fait, ce mal-être qui était en train de s'installer, qui devenait très profond parce que, la sage-femme qui m'a dit que c'était un garçon n'a pas compris pourquoi C'était ça pas la m'avait même? bouleversée. Non, c'était pas la même, elle avait déménagé l'autre malheureusement. Elle avait pas compris pourquoi ça m'avait bouleversée, donc j'ai pas été accompagnée et puis voilà, devant une incompréhension et un jugement comme ça, je me suis dit: «OK, en fait, je débloque», sauf que non. Pour moi, j'ai vraiment dû faire le deuil de ma fille, en fait, qui a pas existé, en fait, qui a jamais existé, mais qui pour moi était là, en fait. Je lui donnais déjà une vie. Et j'imagine que tu avais déjà fait aussi des achats, non?
Oui, c'est vrai, exact. Des choses que d'ailleurs j'ai pas pu, utiliser pour Glenn. Bah non. Voilà. Et du coup, tu as mis combien de temps à faire ce deuil? À te projeter dans ta grossesse avec ton petit garçon? Jusqu'à la fin. Ah, jusqu'à la fin quand même. Ouais, jusqu'à la fin, alors évidemment avec mon petit garçon, à partir du moment où j'ai eu le prénom de mon petit garçon, parce que le prénom ça paraît rien, mais en réalité, enfin pour moi, ça a été, la concrétisation de l'identité en fait de mon bébé. Ah, je suis d'accord. Complètement. Bon, quand on a trouvé le prénom de Glenn, ça nous a permis de souffler vis-à-vis de ça, surtout moi. Mais ouais, j'ai quand même été marquée jusqu'au bout, quoi. Jusqu'à ce qu'il arrive, ouais. Tu as été suivie par une sage-femme, 3. comme tu disais, 3 sages-femmes. Ouais. Comment ça se fait? 3 sages-femmes et un gynécologue. Ça se fait parce que, la première sage-femme que j'avais été voir était très bien. Je me sentais à l'aise avec elle. Elle était, À l'écoute? ouais, vraiment à l'écoute. Malheureusement, je n'ai pu la voir que 2 fois parce qu'elle déménageait. Il a fallu du coup que j'ai vu mais j'ai dit des bêtises, 4 sages-femmes et un gynécologue. Du coup, il a fallu que je change et je suis allée voir du coup une autre sage-femme échographiste par 2 fois avec qui ça s'est très mal passé. Sortait, en sanglots de son cabinet. Puis j'ai su par la suite que j'étais pas la seule dans ce cas, donc je me suis dit: «Je vais pas continuer». Non. Il y a clairement parce qu'on pense toujours que, enfin moi, je me suis dit: «C'est forcément moi, c'est ma faute, c'est les hormones, je suis trop sensible, nin nin». Oui, puis c'est une première grossesse, donc du coup, on se dit: «Ah bah, c'est peut-être nous finalement». C'est comme ça Exactement. peut-être partout ailleurs, hein, de toute manière, voilà. Sauf que non, Voilà. heureusement, j'ai eu cet élan d'aller vérifier et j'ai bien fait parce que j'ai pas continué à m'infliger ça. Mais voilà, elle m'avait complètement détruite elle, hein. Déjà que ma grossesse, c'était pas facile. Elle m'avait pas du tout aidée, bien au contraire. Ensuite, du coup, j'ai été voir une autre sage-femme loin de chez moi. Elle était très loin parce que là, on avançait quand même vachement dans la grossesse et j'avais pas encore eu l'occasion de faire de cours de préparation à l'accouchement. Donc du coup, je commençais un peu à paniquer. Combien de mois? Je crois qu'on est à 5 ou 6. D'accord, oui. 5 ou 6 mois. Et Tu avais des cours que tu aurais aimé suivre, de préparation à l'accouchement? bah, je sais pas parce que j'en ai pas fait. Ah bah, oui, Enfin, j'en ai fait si, mais enfin, c'était inutile au point, je mais comprends, je crois qu'on a fait les mêmes. c'était incroyable. En plus, avec la Covid, parce que ne sachant pas vers qui aller, j'ai bataillé, mais j'ai bataillé pour avoir des cours à l'hôpital où j'allais accoucher. Les appels, je les appelais 2, 3 fois par jour, j'arrivais pas à les avoir. Je suis passée par les mails, et ensuite elles revenaient vers moi. Puis, enfin, mais franchement, un parcours du combattant pour avoir des cours Et où en oui. plus il y avait personne. Donc, enfin, n'importe quoi. Pour là, du coup, était purement théorique. J'ai passé, par exemple, plus d'1 heure à parler de la péridurale. C'était pas, enfin, ouais, c'est voilà, pas intéressant, quoi. Rien en pratique, quoi. Et c'est donc ça, c'était la 3e sage-femme que j'ai vue. La 4e que je suis venue voir en panique, c'était la remplaçante de la première. Dieu merci, elle a été géniale. Ça a Ah, été ça c'est cool. ah mais franchement parce que je te raconte pas comment là, sur ma fin de ma grossesse, moi j'en pouvais Là plus, donc j'étais pas bien. tu es à 7-8 mois quand tu vas la voir? Ouais, je commence à avoir sérieusement du mal à me bouger, donc ouais, c'était bien avancé. Du coup, elle m'a fait des cours de préparation à l'accouchement en accéléré, donc bah, qui ont pas été utiles parce que du coup, c'était trop accéléré, D'accord. qui m'ont quand même permis, on va dire, sur le moment de moins stresser, de me dire que j'avais au moins fait quelque chose, quoi. C'est bon, je suis rodée, plutôt que de me dire: «Je vais aller accoucher» et de me dire que j'ai pas fait les cours, donc que ça allait être encore plus terrible, en fait. Même si en soi, ils n'ont pas été très utiles, ils ont quand même été faits et ça m'a rassurée. Et avec elle, ouais, ça s'est très bien passé et c'est elle qui m'a suivie enfin comme, j'avais besoin qu'on me suive parce que j'avais été voir, mon médecin généraliste, mon médecin traitant parce que j'avais des soucis et les chevilles qui avaient gonflé, mais doublé de volume. Oui, tu faisais de la rétention d'eau. Probablement oui et du coup, j'avais fait un test, urinaire, comme beaucoup de femmes enceintes, hein, pour, vérifier c'est la protéinurie. Oui. Et du coup, il y avait des marqueurs et il m'a demandé de rentrer chez moi et de faire attention, c'est tout. Et donc du coup, lorsque j'en ai parlé à ma sage-femme, j'en ai profité pour lui dire. Elle m'a envoyée aux urgences pour, une suspicion de pré-éclampsie. Du coup, il a fallu que je fasse un suivi aux urgences, tous les 4 jours à peu près pour faire du monitoring comme ça jusqu'à la fin de ma grossesse. Il me prenait la tension et tout. J'ai eu un traitement pour la tension. Enfin vraiment, la fin un peu moins cool, quoi. Un peu moins cool, mais suivi. Mais suivi Tu et t'es bien suivie, suivi. voilà, bien suivi. Tu t'es Ouais, sentie, encadrée quand même. ouais, Vive le monde de l'accouchement, ouais. j'imagine. Mmh. Alors, ça a été quoi les premiers signes? Il y a eu Et beaucoup de faux travail? pas du tout. Alors moi, j'ai Ah rien eu, cool. j'ai pas eu ça du tout. Je sais même pas ce que c'est, tu vois? Donc
Tant mieux. Exactement. Non, j'ai eu, comment ça s'est déclaré? Bah, j'ai perdu les os naturellement à la maison. Dans les toilettes, s'il vous plaît. Parfait. Donc non, mais vraiment. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se tramait, qui vraiment comme un point, ouais, vraiment un point de rupture. En fait, en train de faire le ménage parce que voilà, j'arrivais pas. Moi, c'était impossible de me poser avec avec la grossesse. L'une des raisons d'ailleurs qu'on fait que c'était compliqué pour moi, hein, parce qu'il fallait toujours, enfin, ma condition, on va dire amoindrie, là, je la supportais pas. Et du coup, voilà, j'ai perdu les os, donc là, je suis commencé un peu à paniquer. Évidemment, Et à ce moment-là, est-ce que tu es seule? non, bah non, j'étais jamais toute seule. Ouais. Il était toujours là. Quelle a été la réaction alors de ton chéri du coup? Bah, il dormait à ce moment-là, donc Ah, du ça va. du coup, je lui dis: «Ouais, j'ai perdu les os!» Enfin, un peu la panique, quoi. Et là, lui, il était là, il dormait: «Oh non, oh putain, dormez maintenant!» Donc voilà, bien endormi. Donc du coup, moi, à ce moment-là, j'ai tout fait, j'ai vérifié la couleur et tout parce que moi, j'avais peur qu'il y ait un problème et tout. Bien sûr. J'avais lu, qu'on pouvait vérifier, voir s'il y avait des marqueurs de stress, avec des traces de méconium. Donc il y avait rien de tout ça, mais j'ai quand même paniqué parce que je me suis dit: «Attends, mais c'est pas complètement transparent». Voilà, évidemment, on panique quand même. J'ai pris le temps de prendre une douche, j'ai essayé de me détendre, j'ai Et essayé. pas beaucoup de contractions à ce moment-là? Pas du tout, j'avais pas de contraction. OK. Et du coup, ensuite, je suis allée aux urgences, à l'hôpital, après avoir mangé un peu aussi. Et une fois arrivée là-bas, tout est allé assez vite. Ils m'ont mis directement en salle de pré-travail. Ça a été long. Ça Ils a t'ont été fait le test aussi, j'imagine, pour savoir si tu avais bien rompu, fissuré? test, quel test? Et avec un petit coton-tige? Ah Non, ils non. l'ont pas fait? Ça se voyait? Ça se sentait? Ah bah, de toute façon, ouais, là, je pouvais pas le cacher. D'accord, OK. Vraiment pas. Voilà, là a commencé le calvaire, en fait. Là, ça a commencé à être long. Il est quelle heure à peu près quand tu rentres en salle Je de sais pas. travail? Ah, J'en ai aucune idée. Je pense qu'il devait être à environ 15 heures. d'accord. Environ. Dans cette salle, du coup, bon, bah, j'attends et il y a une sage-femme qui vient pour, me faire, un test PCR, du coup. Il y avait pas de vaccin et tout à l'époque et un toucher pour, vérifier, l'ouverture du col. C'était horrible. Ça a été horrible. Effectivement, le premier toucher du col pendant le premier travail est vraiment très douloureux. En général, tu t'en rappelles. Ah mais ça a été une douleur, mais franchement, enfin, une douleur barbare et en plus, elle a même pas pu savoir parce que le col était beaucoup trop haut donc ça m'a fait mal pour rien malheureusement. Puis, voilà, dans la foulée, hop, test PCR, moi j'en pouvais plus là déjà, j'étais j'en pouvais déjà plus. Et puis au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir mal. Vraiment, je me suis dit: «Voilà, il est temps, je sais qu'il faut pas trop attendre, pour la péridurale». Et puis, on m'avait je sais plus à combien j'étais dilatée, mais il y avait histoire de dilatation. Oui, Donc c'est à 3. Ils peuvent rien faire tant que tu pas à 3. voilà, donc je j'ai pas de souvenir très précis de tout ça, tu sauras pourquoi ensuite. Oui. Et hem et j'arrive du coup, pour la péridurale et il y avait une super sage-femme avec moi à ce moment-là qui me dit que il faut que je mette mes mains sur ses épaules. Le fait d'avoir un contact en fait, bah, c'est vrai que ça m'a fait du bien parce que, bah, mon chéri il pouvait pas être là à cause de la covid, ça me enfin, pour moi, il y a des choses inhumaines dans notre société et ça en fait vraiment partie. Je pense Oui, je vraiment vois. que ça, on en entendra parler longtemps. C'est pas possible de faire ce qu'ils font encore d'ailleurs aujourd'hui. Mais bon, vraiment la sage-femme super, l'anesthésiste arrive, me dit que je dois pas bouger. Je sais, j'ai eu un cours de préparation qui a duré plus d'1 heure là-dessus, donc je sais que je dois pas bouger. J'ai compris pourquoi. Au moment où elle me pique, je sursaute. Je sursaute parce que j'ai eu une irradiation, Mmh. au niveau de l'épaule. Donc je savais qu'on allait me piquer en bas du dos, mais Oui, pas que j'allais sentir un pincement, musculaire ou je ne sais quoi là, au niveau de l'épaule. Ça m'a oui, surprise en fait. je et comprends. et elle m'a engueulée, mais elle a gueulé. Bon bah je peux dire que enfin, je lui ai répondu un peu sèchement en lui disant que, en gros, peut-être que si elle m'avait piqué, correctement, j'aurais pas eu justement cette sensation-là, Mmh. l'irradiation, c'est qu'elle avait touché un truc qu'elle aurait pas dû toucher. Elle a terminé le machin et tout, j'ai su plus tard que la péridurale n'avait pas marché. Ah, d'accord. Voilà, donc tard, que ça avait pas fonctionné. Je l'ai su, au moment justement où j'ai eu, on va dire, une première idée que ça n'allait pas parce que les douleurs, bah, elles étaient horribles et j'avais pas fait de cours de préparation de gestion de la douleur, tout ça. Ouais. Donc je m'étais pas préparée à faire un accouchement sans péridurale, en fait, tout simplement. Bah, non. Donc Et puis en plus, voilà, à partir du moment où tu as la péridurale, tu ne peux plus bouger, quoi.
Oui, en plus, ouais, il y avait une jambe qui pouvait pas bouger, l'autre, ça Déjà pouvait y ça et aller, hein. puis les techniques de relaxation, le ballon et tout, une fois que tu as la péridurale, c'est foutu. C'est ça et j'ai beau, comment dire? Je suis quelqu'un qui a ses cartes, on va dire. Je connais des techniques de relaxation, je connais tout plein de choses comme ça, mais j'étais pas préparée psychologiquement à l'idée que j'allais devoir m'en servir et du coup, Je j'étais comprends. complètement désemparée, en fait. Je pense que n'importe quel, on pourrait mettre un moine bouddhiste, à faire ça s'il est pas préparé, il Non, saura pas utiliser non plus ce qu'il sait, hein. je C'est comprends, c'est oui. c'est tellement un chamboulement. Hem, la préparation, elle est vraiment clé, c'est sûr. Voilà, en tout cas pour un accouchement sans péridurale, c'est vraiment important de se préparer et du coup, voilà, les douleurs devenaient vraiment, vraiment, vraiment terribles. La sage-femme m'a mis sur, une position sur le côté pour accélérer le travail, ce qui a aussi accentué la douleur d'ailleurs et là, moi, j'étais dans un état, c'était vraiment, vraiment très douloureux au point que la sage-femme, en fait, m'a injecté des je ne sais pas quoi, je sais pas ce qu'elle m'a injecté, j'aimerais bien le savoir d'ailleurs. J'aimerais bien le voir le dossier. Tu peux le demander, hein. Il faut que je le fasse, ouais. Ouais. J'aimerais bien savoir ce qu'on m'a injecté, mais à mon avis, c'était des barbituriques. Donc, un truc dans le délire morphine. Je sais pas si c'était de la morphine ou autre enfin, mais dans le délire en Ils tout t'ont cas. pas proposé le masque? Non, il m'a pas D'accord. proposé le masque, et ce qui me fait dire, voilà, que c'était assez costaud, c'est qu'après l'injection, j'étais couchée en fait, complètement défoncée, tombée dans les pommes, KO. Il y avait plus de Victoria. Moi, je m'en souviens pas de ça. C'est mon chéri qui était avec moi qui avait très peur parce qu'il me voyait vraiment, blanche Ouais. comme du lait de vache, quoi. Après les injections, parce que j'en ai eu quelques-unes, où j'étais, complètement KO, de la bave, quoi. Évidemment, si la péridurale avait marché, je pense que ça j'aurais pas eu ça, tu vois? Dans un Non, premier c'est temps. sûr. Voilà. Arrive un moment où vraiment j'en peux plus parce que même avec les injections, la douleur est vraiment très prononcée. C'est une douleur en fait, comment dire? On s'attend à ce que la douleur soit complètement inconnue, mais elle l'est pas tant que ça. Et c'est vraiment comme si on avait mal au dos en fois 100. D'accord. Mais moi, j'avais cette douleur en fait vraiment qui était, comme si on me compressait complètement le dos. Mais vraiment, comme si on était en train de l'écraser, qu'il y avait un camion qui était en train de rouler dessus. Donc vraiment, c'est pas agréable, vraiment, Non. c'était très difficile. La dilatation était arrivée, heureusement à terme et du coup, j'ai pu aller en salle de travail à ce moment-là. Que déjà, j'aurais jamais cru, mais quand elle m'a dit ça, j'ai été soulagée. J'aurais Oui. parce que bon, moi je m'attendais à la salle de Et travail: puis «Oh ça non, avait non!» duré combien de temps? Ça avait duré combien de temps à peu près? Je sais pas. Franchement, j'étais Déconnecté. bah, ouais, avec tout ce qu'ils m'ont donné et tout, enfin vraiment, on imagine quelqu'un shooté à la morphine, enfin l'espace-temps et tout. Moi, j'ai l'impression que tout s'est déroulé très vite et pour mon chéri, pour lui, ça a duré une éternité, quoi, tu vois? D'accord. Arrivée en salle de travail, du coup, il y avait toujours la même sage-femme là qui était là et heureusement elle a été vraiment super, d'une aide précieuse. Elle m'a beaucoup soutenue, elle m'a beaucoup boostée, sauf pour un truc, mais bon, on peut pas être parfait, hein, Non, c'est sûr. voilà, mais du coup, les moments où, où lors des poussées, j'avais un son qui sortait de ma bouche, elle me disait en gros de me taire Ah, et de me concentrer, qu'on ne pousse pas par la gorge, elle me disait. d'accord. Donc du coup, c'était embêtant parce que dans ces moments-là, tu fais pleine confiance en fait aux gens qui sont autour de toi, professionnels et je voulais pas qu'on me dise, «Ce que tu fais, c'est pas» du coup, je poussais et sans faire de bruit, sauf que bordel de bordel, désolée, mais bordel de merde, si j'avais besoin de pousser un cri, il fallait me laisser faire quoi. Ouais. C'est encore, C'est c'est animal, hein? mais c'est ça complètement, enfin, c'est animal ce qui est en train de se passer, c'est pas rien. Ah non. Et puis si j'avais envie de ça pour, trouver de la puissance, qu'on me laisse faire. C'est Oui. qu'on me laisse faire et non, on m'a pas laissé faire et ça je le regrette, tu vois? C'est dommage, mais bon, pas non plus, on va dire quelque chose qui m'a traumatisée, du tout. Bien sûr, je vois ce que tu veux dire. Bref, je pousse, comment dire? Les contractions arrivent petit à petit. Alors là, je demande, la péridurale, j'arrête pas d'appuyer parce que j'ai un mal de chien. Je sens arriver les contractions avant le monitoring. Deuxième preuve que la péridurale n'a pas marché et du coup, j'ai beau pousser, il se passe rien. Ah mince. Donc je me dis que je pousse pas assez bien et dans ma tête, je me dis, «Il faut pas que je pousse, trop fort parce que si plus avoir assez de force et c'est là qu'ils vont me sortir les forceps, donc il faut que je fasse attention à pas tout donner d'un coup, mais en même temps, beh, je pousse pas assez fort» et puis donc je savais pas et puis elle me on le voit arriver et puis après, dès que j'arrêtais de pousser, il re-rentrait, je me disais: «Ah bah putain, ça y est, il y a le cordon autour du cou, ça y est, c'est foutu». C'est ça. Donc Puis on s'imagine le pire scénario, hein, de toute oui, façon. voilà, On se dit: «On va jamais y exactement. arriver», hein. Ah bah
J'en suis arrivée là à un moment. Mmh. J'ai poussé comme ça, en fait. Ils m'ont fait pousser pendant 1 heure. Waouh. Donc je pense que tu le sais, et moi je le savais pas à l'époque, mais le protocole, en tout cas en France, Mmh. c'est faire une poussée d'une demi-heure et après une demi-heure de poussée, on fait intervenir un médecin pour prendre une décision, en fait, et généralement ventoux ou forceps. Parce que bon, généralement après 1 heure de poussée, le bébé est engagé dans le bassin, il est plus trop question de Ça. césarienne, quoi. Et donc du coup, il y avait plusieurs femmes qui accouchaient en même temps. C'était le 21 décembre, solstice d'hiver, alignement des planètes en 2021. Donc la pleine lune à côté, une petite joueuse, tu vois? C'est ça. Il y avait du monde. Du coup, le médecin a été pris par, d'autres mamans qui avaient des complications relatives à leur bébé. Glenn, après 1 heure, lui, il a continué à aller très bien. Son rythme cardiaque était Oui, parfait, rien d'inquiétant. rien d'inquiétant pour Glenn. Donc du coup, ils se sont permis en fait de me faire pousser 1 heure, une demi-heure de plus. Sauf que moi là, j'ai eu cette espèce de phase, je sais plus comment elle s'appelle, cette phase, avant la délivrance. C'est une phase de grande panique, quoi. On sait qu'on va pas y arriver, quoi. C'est genre, c'est une évidence, on va pas y arriver, c'est la fin du monde, on préférerait, qu'on nous ouvre en 2 pour, finir le truc que de continuer à pousser encore une fois, quoi. Et c'est vrai, on ressent ce truc, c'est ouf. Mais on le ressent parce que c'est la fin, que voilà, et le bébé va arriver. Et donc du coup, le médecin arrive à ce moment-là parce que là, moi, je leur dis que je peux plus, c'est plus possible. Du coup, il utilise la ventouse et là, j'entends un gros poc. Je me dis putain. J'avais une crainte, c'était justement les forceps. Et là, je me dis alors la ventouse, il vient de louper, donc Ah mince. il va me sortir les forceps, quoi. Il réessaye la ventouse et ça a fonctionné. Il y a Ah ouais, là délivrance. ouais, j'ai été soulagée. S'il avait sorti les forceps, franchement, j'étais prêt à l'accepter là. Moi, j'en pouvais plus. Ouais, je comprends. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais aimé éviter et Oui. le sort a fait que c'est arrivé comme ça, donc tant mieux pour moi. Voilà, Glenn est arrivé à ce moment-là, sauf que bah, c'était encore à l'ouest, donc clairement défoncé, hein. J'étais pas moi-même, quoi. J'avais pas tous mes esprits. Puis tu donné quand même beaucoup d'énergie. Oui, aussi. Faut Chaos. dire qu'à un moment donné où, voilà et puis, l'énergie plus beaucoup de douleur Mm. fait qu'à un moment, ça y est, Ah on peut oui, souffler et le corps là, il se met, un peu en pause. c'est ça. En off. Complètement, j'étais KO. Quand Glenn est arrivé, qu'on me l'a posé sur moi, alors je l'annonce, j'ai pas eu cette vague d'amour dont on parle, j'ai pas eu ce moment à me dire: «Il devient ma vie entière». Non, du tout. Je me suis dit: «Qu'est-ce que non, attends, attends, il était dans mon ventre, il est sorti, il est sur moi. Attends, c'est quoi ce bordel? Attends, il se passe quoi?» Voilà ce qui s'est plus passé dans ma Ouais, tête. je Voilà. vois, je vois. Merde, il est mignon. Oh putain, et pourquoi il est fripé? Ah, il est rouge, mais ah, il est beau quand même. Oh, mais enfin, Ah, oh. voilà, c'était sans fin. Quand il est sorti, il a même pas crié bébé. Ah d'accord. Il a pas pleuré, rien, c'est un amour. Il a commencé à pleurer sur la pesette parce que j'avais envoyé mon chéri, vu que je pouvais pas y aller, je dis: «Vas-y, vas-y, vas-y!» Je je voulais absolument toujours avoir un œil sur lui et ses yeux, c'était les miens aussi. Donc voilà, je l'ai entendu et j'ai vu à ce moment-là ça. Et puis, bah, Glenn, il était un peu fébrile par contre, il était D'accord. un peu, Un peu sonné peut-être? ouais, bah, ça a duré 1 heure aussi pour lui quand même. Oui, Donc voilà. ça a été, du coup, la tétée d'accueil, pas très bien passée à cause de ça. Tu t'étais renseignée sur l'allaitement un peu ou? Je m'étais un peu renseignée, oui. Je voulais allaiter. En fait, moi, ce que je me disais, c'est: «Je veux allaiter, mais j'en fais pas un projet» parce que, D'accord. je suis pas la seule, qui peut décider, en fait, si ça va bien se passer ou non. Il y a le facteur, bébé et le facteur Mmh. bébé, on le contrôle pas. Donc du coup, je m'étais dit: «Je veux allaiter, mais pas m'acharner si ça marche pas». D'accord. Voilà ce que je m'étais dit. Donc pour me préparer à Déjà pas de l'éventualité où ça pression. foire. Voilà, c'est ce que je me suis dit, sauf que du coup, en faisant ça, je me suis pas suffisamment renseignée et il s'est passé plein de choses qui n'ont pas dû se passer. Ouais, Mmh. tétée d'accueil, je m'en On souviens t'a pas. aidé? Non? Je m'en souviens pas. Ça fait partie. Je pense que je me demande même si j'étais pas endormie à ce moment-là, tu vois. J'étais tellement KO, je m'en souviens pas. Et ça, c'est une douleur Oui. aujourd'hui encore de pas se souvenir de ce moment-là, quoi. Et du coup, je sais par contre que on lui a donné un biberon. Je sais pas de quoi. D'après mon chéri, il a entendu que c'était un biberon de glucose. Donc j'ai jamais entendu parler de ça, tu vois. Moi non plus. Voilà. Donc c'est mon chéri qui a donné un biberon à Glenn parce que la puéricultrice nous avait dit qu'il fallait le faire en fait. D'accord. De glucose ou de je ne sais quoi, hein, Mmh. j'étais à l'ouest et du coup, ouais, la puéricultrice qui nous a dit qu'il lui fallait ça parce il était fébrile, pour lui donner un coup de boost. Sauf que moi, justement, ne m'étant pas renseignée suffisamment, j'avais pas entendu parler de la confusion sein biberon et à la sortie biberon
heu, C'est pas top. dans un désir d'allaitement, c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est sûr. C'est pas non Voilà. plus, ce qui peut tout rompre, hein, mais disons que Mmh. ça pèse pas dans le bon côté de la balance non plus. En gros, la couche. Ensuite, bon, bah, l'éjection du placenta, hein, ça, on a tendance à l'oublier, mais on demande une dernière poussée pour ça. Et puis, j'ai eu une déchirure, donc on m'a recousu, Et à vif alors? Ou est-ce qu'on t'a endormi finalement? je sentais rien. Pour le coup, j'ai pas senti, donc je sais pas si elle m'a fait une piqûre ou pas. D'accord. Je sais pas. Après, donc je suis restée 2 heures dans cette salle avant d'arriver dans la chambre pour conclure sur l'accouchement. J'en garde un bon souvenir. Je J'ai pas OK. eu un accouchement traumatique, comme on dit, Mmh. même s'il y a eu des complications. On parle quand même d'une péridurale qui a pas marché et tout. En fait, il y a une sage-femme, cette sage-femme qui m'a beaucoup aidée, en fait, mon chéri qui était là, et on m'a expliqué ce qui se passait. On m'a respectée, en fait. D'accord. Tu avais fait un projet de naissance? Oui, j'ai fait un projet de naissance. Il a Sur le été moment, respecté? je l'ai même pas Ah, sorti. OK. Je l'ai même pas sorti parce que tout est venu naturellement à l'oral. La seule chose qui a vraiment terrible et aujourd'hui qui me met en colère, tu vois, c'est que, tout le monde était au courant que je ne voulais pas qu'on coupe le cordon tant que celui-ci n'avait pas cessé de battre. Je voulais garder le lien. Mmh. Le médecin, du coup, n'a pas été mis au courant quand il est arrivé et du coup, il Ah l'a mince. coupé. Ouais, il a pas Parce été qu'il avait le informé. cordon autour du cou? Parce que Non, du tout. ah, C'est comme à ils l'ancienne ont avec même pas les proposé, épisiotomies. Non, tu sais, dans les d'accord. hôpitaux, c'est travail à la chaîne, hein. Oui, puis je vois exactement ce que tu veux dire. Mais j'assume ma position là-dessus. Bien sûr. Pour moi, les hôpitaux, pour y avoir travaillé, je suis désolée pour toutes les sages-femmes, pour toutes les infirmières, pour de ce que je vais dire, mais pour moi, c'est un milieu qui demande d'être humain. Mais moi, aujourd'hui, avec les moyens qu'il y a dans les hôpitaux, c'est plus possible, en fait, de pouvoir y travailler avec humanité, tout simplement. Je crache pas ou je lance pas la pierre aux gens qui y travaillent directement, mais c'est que pour moi, c'est un leurre que de penser qu'ils peuvent faire leur travail correctement. Moi, j'applaudis pas ça, ou je remercie pas ça. Je comprends. Mmh. Et donc du coup, première mise en sein compliquée, biberon compliqué, retour en chambre. Alors, arrivé dans la chambre, du coup, c'est là qu'a commencé vraiment mon calvaire et on va dire, la raison numéro 1 de ma dépression postpartum, le séjour à la maternité. Et quel Vraiment séjour? un enfer. Et quel séjour, vraiment un enfer. La première chose qu'on me dit, c'est: «Monsieur, vous pouvez rester que 2 heures». Super. Donc moi, je suis complètement HS, je suis KO. Et monsieur peut rester que 2 heures. D'accord. OK. En plus, je pense que tu as compris qu'on partage tout Oui. et que, Alexandre, mon chéri, pour lui, il était hors de question. Il veut en fait être père comme on est mère. Il s'occupe autant que moi de Glenn. C'est une maman comme moi, tout simplement. Lui, c'était important et le fait de se faire jarter complètement en fait, comme un ayant non droit finalement sur son enfant pour une histoire de covid ou de ça a été compliqué, ça a été très Oui, je compliqué et ce comprends. n'est même pas légitime et on aura beau dire tout ce qu'on veut, ça ne le sera jamais de cette décision. Elle est ni légitime, ni humaine. Ça se fait encore aujourd'hui. Donc bon, enfin Et bon, c'est ça qui est dingue. c'est terrible. Pourtant, je pensais que les maternités étaient, beaucoup plus ouverts sur, l'accueil du papa et là, Ça ça a pas dépend été le cas lesquels. ou c'est les normes covid peut-être qui ont fait ça? Oui, c'est les normes Covid, tout à Mmh. fait et c'est ça. Il y avait, à l'époque des maternités à Paris où le père avait le droit de rester. J'ai accouché à Fontainebleau, donc en région parisienne, vraiment pas loin. Et eux, ils voulaient pas. Pour eux, D'accord. c'était pas possible, pas négociable. Du coup, ouais, ces jours, ça a été long. Ça a été long, les 5 jours. Grosso modo, ce qui s'est passé, c'est que je voulais rester le moins de temps possible là-bas parce que Glenn allait bien, parce que je savais que pour que moi j'aille bien aussi, il fallait que j'en sorte. Et les hôpitaux, c'est vraiment quelque chose qui, de base, en fait, me stresse. Aujourd'hui, n'en parlons même plus. Du coup, pendant ma grossesse, on m'a beaucoup parlé des sorties précoces, comme quoi c'était en plus à privilégier avec la Covid. Moi, je me suis dit, c'est cool, je vais faire ma demande de sortie précoce tout de suite. Je sentais qu'en faisant cette demande, on regardait d'un œil, enfin, genre, mais qui est-ce que tu crois? Enfin, c'est dangereux ce que tu es en train de faire. Déjà, je me suis sentie jugée. Ouais. Comme si je maltraitais mon bébé à vouloir sortir de l'hôpital. Comme si l'hôpital était un endroit naturel pour un accouchement. Enfin bref. Oui, voilà, je comprends. Mmh. Voilà. Donc déjà, je me suis sentie jugée là-dessus, comme si ça allait être grave pour mon fils. Tu vois. Je fais ma demande. Le protocole suite à cette demande entre en place. Le deuxième jour, du coup, j'ai un pédiatre qui vient pour voir Glenn et faire vraiment le bilan de A à Z. Et il me dit, il va très bien.
ce bébé. Super. Donc il va bien. Je me dis super, c'est cool. Évidemment, s'il m'avait dit un souci, j'aurais pas fait: «Ah non, je veux rentrer chez moi». Enfin, à un moment, on Oui. sait réfléchir aussi, quoi. Enfin, et du coup, tout va bien à ce niveau-là. Donc je fais ma visite avec la sage-femme, une sage-femme qui est sympa, à prime abord, et qui commence à me faire des réflexions du genre, parce que en allant dans son bureau, j'avais ma main sur mon fils, sur son berceau qui roule là. D'accord. Il me dit: «Il va pas s'envoler, hein». Ah mec, à quoi ça sert, quoi? À quoi ça? Et moi, tout de suite, qu'est-ce que je me dis? Je fais mal. Je suis une nouvelle maman. OK, en fait, j'ai pas le droit d'être si proche de mon bébé. J'ai mal fait. Elle, c'est une professionnelle, elle me dit que j'ai pas à faire ça, donc je le fais pas. J'ai enlevé ma main. Ouais, J'ai je enlevé comprends. ma non mais enfin, on va où, quoi? Et bref, ils se rendent pas compte. Ils se rendent vraiment pas compte de ce qu'ils peuvent Non, il faire. se rend pas compte. Je me rappelle, moi, on m'avait fait une remarque pour mon aîné. Alors, j'étais jeune, j'avais 22 ans. Madame, ne marchez pas avec votre bébé dans les couloirs. Ouais, non mais voilà, quoi. Genre c'est dangereux. Ah, on n'aime pas. Je l'ai eu ça aussi. Mais pourquoi, en fait? Je vais Ne faire dormez comment? pas avec votre bébé aussi, hein. Faut pas qu'il dorme sur vous, hein. Attends, mais c'est bon. Non, mais c'est terrible. Et puis voilà, alors je pense que tu as des femmes qui s'en cognent de tout ça, mais c'est pas mon cas. Moi, quand on me dit un truc, en fait, j'ai ce truc où j'écoute les professionnels dans leur métier Bien et, sûr. et je l'ai fait, mais je l'ai fait à tort. Je l'ai fait à tort, mais faites-vous confiance, quoi. Enfin, en tant que femme, en tant que mère, arrivée à ce moment-là, les meilleurs conseils que tu pourras avoir, c'est ton intuition, en fait. Si tu as envie de Oui. le toucher, tu le touches. Si la- Oui, puis si on a des questions, on les pose, en fait, tout C'est ça, simplement. exactement. Plutôt que de dire des trucs comme ça, d'être dans le jugement direct. J'arrive avec cette femme, du coup, je lui dis justement que j'ai fait une demande de sortie précoce. Elle me dit qu'elle n'est pas au courant et qu'il y a des traces nulle part. Donc là, je commence un peu à me saouler parce qu'avant ça, il s'était passé un bon nombre d'autres choses. Du coup, elle me dit, je vais me renseigner. Elle va voir une assistante ou une puéricultrice, je sais pas. Elle me dit, ah oui, non, mais il y a un problème avec la courbe de poids de son bébé. C'est annulé. J'étais pas au courant, tu vois. Sympa. J'étais pas au courant. Donc là, je me mets à pleurer, tu vois, parce que je me dis, attends, non seulement du coup, je vais devoir rester ici, je la prends de cette façon, aucun respect pour moi, je la prends sur un bruit de couloir, en aucun cas on fait attention à l'impact que ça va me faire. Et en plus, j'apprends que mon fils, et surtout, j'apprends que la courbe de poids de mon fils ne va pas bien. Alors que juste avant, on me disait, il va parfaitement bien ce bébé. Et que c'est une puéricultrice qui me dit ça, alors que j'ai eu le pédiatre qui m'a dit que ça allait. Je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce pédiatre? Je suis où? Du coup, j'apprends plus tard qu'ils se sont trompés de dossier. Donc je sais pas s'ils avaient vu un truc super grave, peut-être qu'ils auraient pris mon fils, qu'ils l'auraient emmené en néonat ou j'en sais rien. Enfin, on se trompe de dossier. C'est super. Tout va bien. À la suite de cet entretien que j'ai avec la sage-femme, elle me demande de toucher ma cicatrice. Et elle me dit non mais il faut toucher. De toute façon, vous allez faire comment quand vous allez vouloir vous laver? Ça fait partie de vous. En gros, il faut dédramatiser le truc, quoi. C'est dur comme approche. Ouais, on en parle de tout ce qui vient de se passer ou Non, mais au pire des cas, je le fais moi toute seule. Ouais. Et là, elle m'a demandé de le faire. Elle était là, de OK. de de toucher, ma cicatrice. Super. Donc voilà. Et puis, alors je sais qu'elles ont toutes, c'est dans toutes les maternités, c'est comme ça, je le sais, ça fait partie du protocole et on te colle tout de suite à la tronche: «Bon, vous faites comment pour, votre moyen de contraception?» Effectivement, dans la plupart des maternités, dès le deuxième jour, c'est bon alors, quel moyen de contraception? Mais en fait, on est complètement mais infantilisés au Mmh. au point où on ne nous explique même pas les choses. C'est tu es une machine à pondre, alors on va te non, non, il faut que tu prennes un moyen de contraception, il faut qu'on en parle tout de suite parce que, ça se trouve, tu vas pas gérer, tu vas tomber enceinte, après il y aura avortement, attention. Enfin, c'est ce délire, enfin, mais Une laissons pression. Ouais. laissons les femmes quand même gérer comme elles l'entendent, quoi. Mince, de mettre ce truc dès le 2e jour là, enfin moi j'ai halluciné. Bref, et encore elle était sympa jeudi, hein. Elle était Heureusement. sympa elle, ouais. Bref, ensuite, le séjour a été donc prolongé parce que ah oui, alors aussi, elle me prépare tout pour la sortie précoce, donc je suis super contente. Je m'en souviens, je m'en souviens, tu vois? Parce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à me sentir maman parce que j'étais heureuse de voir mon fils, j'étais heureuse de rentrer chez moi, j'avais mis de la musique, j'avais un peu chanté, pour mon fils, tu vois? Je m'étais préparée un peu. Je m'étais Ouais. habillée, j'avais demandé à Alexandre de me ramener, le cosy et tout, on avait tout qui était prêt. Ils m'ont ramené le carnet de santé, tout, tu vois? Et on arrive, une nana qui vient, une puère sûrement qui vient et qui me prend l'attention. Et là, du coup, elle me prend l'attention et je suis à entre 14 et 15. Et là, elle me dit: «Ah mais ça va pas?» Elle me Ah, reprend l'attention. Et là, je me dis: «Putain, c'est quoi ce bordel? C'est quoi? Quoi ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a?» Je monte à 18.
Elle reprend, je monte à 19. Ouais, donc et là, en gros, elle me dit: «Bon, on arrête là». «Oui, parce que t'as pas remarqué que plus tu me la prends et c'est toi qui me stresse là, en fait». Et elle s'en va et là, il y a je sais même plus qui, tellement ça a été, en gros, «Bah non, bah votre sortie elle est annulée, hein, vous faites de la tension». Ah, sympa. Voilà et sans me dire, quel est le protocole, qui va m'être, du coup, assigné et sans me dire combien de jours ça pourrait durer. D'accord. Et je Donc, rappelle nous sommes à J2 normalement de... ouais, on est le 22 ou le 23, je sais plus tout à fait, vis-à-vis du protocole, décembre. Donc du coup, j'apprends, OK, il y a Noël qui arrive en plus, donc OK, d'accord. OK. J'apprends ça, donc moi, mais là, je tombe, mais bah voilà, elle a commencé là, la dépression postpartum, vraiment. Je l'ai vraiment senti là, quoi. Ah, c'est même encore dur aujourd'hui, tu vois. Ouais, Et cet ascenseur émotionnel est dur parce que ça y est, en fait, tu te voyais déjà chez toi. Et je pense que plus on, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais plus on approche de la sortie, plus on s'y voit. Et ça y est, en fait, l'hôpital, on a juste très hâte d'en sortir et ça nous sort par les yeux. mais c'est ça, déjà, il y a bien sûr qu'il y a ça et il y avait, comme je te disais, tous ces problèmes. En fait, je me suis retrouvée avec, une sage-femme, presque, à la limite de la maltraitance. Elle me demandait de me toucher ma cicatrice devant elle. Je me suis retrouvée avec une, puéricultrice dans un bruit de couloir qui me dit que mon fils, il a des problèmes avec sa courbe de poids. Enfin, on parle d'un nouveau-né, quoi, donc c'est pas rien. Est-ce que tu l'allaitais toujours? C'est ça qui les gênait? Parce que... Ah bah, du coup, j'étais en mixte, j'étais en allaitement, je crois. J'ai fait les 2 premiers jours, je suis désolée, hein, j'ai pas une mémoire, parfaite des événements tellement ça a été compliqué. Les 2 premiers jours, j'ai fait que le sein, que l'allaitement. Clairement, Glenn avait du mal à téter, en fait. D'accord. On va en parler, ce qui s'est passé exactement, c'est que les 2 premiers jours, j'ai allaité en faisant du mixte avec un doigt paille. D'accord, je vois. Voilà et puis 2e jour, demander du coup à passer sur, mixte pur, on va dire, en biberon parce que, je voyais bien en fait, là j'étais quand même en grande partie à l'allaitement à 80 et je voulais passer à 50-50 parce que je voyais bien qu'il y avait un souci. Je le sentais, je le voyais, enfin je le savais qu'il y avait un problème. C'est pareil, j'ai eu l'impression que j'avais pas le droit de faire cette demande, tu D'accord. vois? Que c'était pas bien de passer sur du D'accord. mixte, qu'il fallait que je persévère, tu vois, sur l'allaitement. Aujourd'hui, c'est sûr que si c'était avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, oui, j'aurais persévéré parce que j'aurais su quoi faire. Mais là, j'étais entourée de sages-femmes, de puéricultrices, d'assistantes puéricultrices qui étaient censées me donner les conseils et qui ne l'ont pas fait. Et ils t'ont pas proposé de voir une conseillère en lactation comme des fois ça se fait? Non. Non, il y en avait pas. En fait, elles étaient même pas formées. Ou alors si elles le sont, mais c'est une vaste blague. Dans ce cas-là, elles le sont autant que moi, quoi. D'accord. Et du coup, j'ai demandé de l'aide. Je l'ai fait, pourtant j'ai demandé de l'aide. Dis-toi que j'ai cette vision de 5 femmes autour de moi qui me plottent les seins, qui prennent le petit, qui le mettent dans tous les sens, le petit qui hurle. Et pour leur façon d'essayer, leur tentative de faire en sorte que ça fonctionne, c'était les positions. Et c'était le seul truc. D'accord. Donc, j'ai essayé toutes les positions qui existent pour l'allaitement, ça, je l'ai fait. Mais par contre, un truc, évident que personne n'a fait, même pas le pédiatre, vérifier les freins. Ah oui. Et il s'avère que Glenn, il avait 3 freins à la lèvre supérieure et un frein de langue Waouh. en tour Eiffel, donc celui, tu sais, qui est super, Oui. restrictif. Donc il pouvait y aller. Il pouvait y aller, il pouvait essayer et Et le biberon, par contre, il avait pas de mal à le prendre? si, il avait ça coulait, mais il avalait de l'air, quoi. C'était la tétée, il n'a jamais réussi. Même aujourd'hui, tu vois, à ses 10 mois et à partir de ces 10 mois-là, il y a plus de biberon, c'est plus possible. Il hurle. La tétine, il l'a jetée, pareil à ses 5-6 mois, un truc comme ça. Tout ce qui est tété, c'est pas possible pour lui, en fait. D'accord. Pour cette histoire de frein, bien après, donc à ses 6 mois, on est allé lui faire couper les freins. Je sais plus si c'était ses 6 mois ou ses 3 mois, honnêtement, je sais plus. Je le saurai sur le carnet de santé, mais quoi qu'il en soit, on lui a fait couper les freins. Le Avant la médecin diversification ou après? c'était avant. Donc, Donc c'était à 3 mois. ouais, donc c'était à 3 mois, ouais. Le médecin nous a dit que c'était un miracle qu'on ait réussi à faire, à allaiter 5 jours. Parce que Donc j'ai tenu 5 jours avec lui. puis il a dû t'abîmer toute la poitrine. Ah mais j'étais, c'est bizarre parce que tu sais, on parle de crevasse. Ah bah oui, j'ai été presque coupée en 2 mon téton. Ah oui, Ah non mais c'était mot que j'affectionne pas particulièrement parce que je trouve qu'il est pas joli, ouais, mais c'est très douloureux, oui, je vois c'est très bien. c'est un mot qui est pas joli, la douleur est pas jolie, le visuel n'est pas joli, mais c'est la réalité. C'était vraiment douloureux, mais je l'aurais
assumer 10 fois, 20 fois cette douleur pour pouvoir lui donner Ah, bien sûr. du lait maternel, franchement sans problème. Et du coup, voilà, ça m'a fait du bien d'apprendre ça parce qu'on a tenu 5 jours tous les deux. Comme d'un commun accord, on avait besoin de ces 5 jours-là pour, pour passer à un allaitement exclusivement au biberon. Voilà, comme si il y avait un deuil à faire de ça, quoi. Et d'ailleurs, ça a été compliqué parce que c'était un moment précieux pour moi, étant donné que c'était un moment où j'avais Glenn près de moi et que Glenn, il y a des bébés comme ça. Bah, Glenn, il aimait pas le pot à pot. Il se débattait. Il n'aimait pas le pot à pot, il n'aimait pas être porté contre soi, en fait. Il fallait toujours qu'il soit assis, position assise et vers l'extérieur, Ouvert au monde. ouvert au monde, toujours, dès le début. Il supportait pas être enfermé. Recroquevillé sur lui, encore moins. Donc, les positions écharpes et tout, qui sont censées faire du bien, on n'y a pas eu le droit. Il supportait pas. Donc, Donc, voilà, tu es à ton 2e jour de la maternité et tu apprends que tu ne peux pas. que je vais devoir rester. Voilà. Je suis restée 5 jours à la maternité. Je suis sortie le Lendemain de Noël. 27, je crois. Bon, le 27 ou le 26, admettons. Au lieu de 3 jours. Au lieu du 3 jours commun, on va dire, et au lieu des 2 jours de la sortie précoce. Du coup, ce qui a fait, pourquoi ils m'ont gardé ce temps-là, je n'ai su qu'au dernier jour pourquoi je suis restée aussi longtemps. Et aussi grâce à une sage-femme sur l'équipe de nuit. Alors ça, c'est marrant aussi. Il y avait l'équipe de jour et l'équipe de nuit. L'équipe de jour était horrible. Mais vraiment horrible. L'équipe de nuit, heureusement qu'elle était là. Vraiment, si je suis pas devenue folle, c'est grâce à elle, tu vois. Dans l'équipe de nuit, il y avait une sage-femme et une puéricultrice qui ont compris ma détresse. Je pense qu'elles ont vu que la dépression, elle était là, en fait, et qu'elle s'installait très sournoisement. Elles m'ont beaucoup aidée, en fait, à rattraper les conneries de l'équipe de jour. C'est pour dire. Ce n'est pas un message Bah, tu sais, je pense que dans n'importe quel métier, que tu as des collègues qui prennent des décisions et que tu les remets en question, tu ne le dis pas malheureusement. Ça devrait pas, mais malheureusement, ouais, normalement, c'est le chef de service qui est censé faire ce boulot-là. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu me trouver un traitement. Là, je le dis aujourd'hui, mais on m'avait pas expliqué ça à l'époque. On me donnait des médicaments sans que je comprenne pourquoi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de médicaments. Parce que ce que faisaient les infirmières, c'est qu'elles me ramenaient les médicaments sur 2 jours. Au final, j'avais sur ma table de nuit, ouais, ça, je pense que je suis arrivée à la dizaine de médicaments. Et je savais pas, je comprenais pas, et j'avais pas un mémo. Tu vois. J'aurais pu faire n'importe quoi avec les médicaments qu'ils m'ont donnés et tout. Et ça, c'est pour demain. Ben oui, mais viens me les donner demain. Bah oui. Enfin bref. Et puis voilà, encore une fois, l'excuse, ça va être quoi? Ça va être qu'il n'y a pas. Mais dans ce cas-là, mais arrêtez quoi. Arrêtez. Faites pas accoucher des personnes dans ces conditions, je vous en prie. Et Non, c'est ça. ils me donnent un traitement, ils me font une prise de sang, ils me donnent un traitement un peu au pifomètre, tu vois, qui marche pas. Clairement, ils me reprennent l'attention, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Ils essayent tout. Ils ont essayé. Au final, du coup, ce qu'ils font, c'est que les jours passent, parce qu'ils s'occupent à moitié de. Donc du coup, tu sais qu'entre le temps où tu donnes un traitement et où celui-ci fait effet, tu as un laps de temps évidemment à attendre, sauf que ce laps de temps-là, il équivaut à une journée. Donc, ils étaient en train là de se dire, on va la garder jusqu'à ce qu'on trouve un traitement. Sauf qu'arrivé le 5e jour, ils ont vu qu'aucun des traitements fonctionnait, alors ils m'ont laissé sortir. Ils auraient pu me laisser sortir dès le début, en fait. En C'est fait, vrai. le seul problème que j'avais pour ma tension, c'était eux. C'était Oui, eux, ça quoi. fait une pression en fait. C'est ça, point où ils me mettaient des bolutes, donc tu sais, les perfusions pour que ça aille plus vite. Et je suis tombée sur une sage-femme, mais alors elle, qu'on lui offre la palme, qui m'a perfusée au coude alors que j'allaitais. Compliqué. Non mais elle sort d'où? 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 Compliqué, en fait. C'est très compliqué. Ouais. Et donc du coup, je me suis retrouvée, je rappelle que j'ai mis des bolutes pour que ça aille plus vite, sauf qu'en position pour allaiter, j'avais la perfusion, tu sais la perfusion, tu as le cathéter et tu as la partie en plastique un peu plus épaisse Bien sûr. juste après et encore un peu plus épaisse, etc. Et ben moi ça m'était rentré dans le coude, j'avais un trou. Oh là là. J'avais des boules sur mon bras en fait, le haut de mon bras, là où il y a le biceps, de liquide qui se stockait en fait. Qui, je pense, sortait des veines, tout simplement. Voilà. Et donc, du coup, le bolus qui était bloqué aussi. Donc, là où je devais soi-disant gagner du temps, j'en perdais parce que ça bouchait. Et lorsque j'ai demandé à la sage-femme de me piquer ailleurs, parce que c'était pas possible en fait de faire comme ça, elle m'a dit mais vous vous rendez pas compte, ce que vous demandez, c'est intrusif. Donc du coup, elle n'a pas voulu. D'accord. Ensuite, j'ai demandé à un médecin et le médecin m'a dit oui, je vais vous envoyer une sage-femme.
Il me l'a jamais envoyé. D'accord. Voilà. Et j'avais tout ça à m'occuper, ce truc-là, avec du coup, changer mon fils, allaiter mon fils, essayer d'aller aux toilettes, essayer de prendre une douche, éventuellement. Bon, la douche, je peux te dire, je me suis bien assise dessus. Le truc, là, tu sais, je sais pas comment, l'espèce de trépied à roulettes pour pouvoir faire tenir le bolute, ne roulait pas. Il avait une roue bloquée, donc en plus, j'avais un truc qui roulait même pas. J'arrivais pas à marcher. Et c'était une blague. Non, mais tu voudrais le faire Un exprès? sketch. Ouais. Mm. Tu voudrais le faire exprès, tu trouverais pas ces idées-là tellement c'est n'importe quoi. Du coup, ouais, moi avec ça, j'ai pété un boulard, concrètement. Et c'est justement la sage-femme de l'équipe de nuit, elle a vu, mais je te promets, je lui ai demandé de l'aide, mais comme une pauvresse du Moyen-Âge pouvait demander le droit d'asile dans une église, hein, je te jure. Hein. Je voulais de l'aide, genre qu'on me sorte de là, quoi. J'allais pas tenir. Mon cerveau commençait vraiment à vriller avec tout ça. Elle m'a dit qu'elle allait faire tout ce qu'elle pouvait. Le lendemain, elle est venue, enfin le lendemain, matin, avant le changement d'équipe, elle me l'a enlevé. Je l'ai gardé 1 jour et demi ou 2 jours, ce truc, alors qu'ils voulaient me le faire garder jusqu'à la fin. Au final, je suis passée après, je suis repassée sur les comprimés. Pour finir, il s'avère qu'ils ont continué à me prendre l'attention. Je faisais de la relaxation, mais comme jamais j'en ai fait dans ma vie, pendant qu'ils me prenaient l'attention pour essayer d'être le plus bas possible pour qu'ils me laissent sortir. Parce que moi, je songeais là, je me disais, non, moi, si je sors pas là, je signe une décharge, quoi. C'est pas possible, je pouvais plus. Oui, je comprends. Ouais, et donc du coup, ils m'ont laissé sortir dans les alentours de 14, là où j'en étais au début. Voilà, et ils m'ont laissé sortir d'ailleurs avec un traitement très drôle. La sage-femme qui m'a délivré le traitement du coup pour la tension, c'est la sage-femme que j'ai vue justement au début, qui m'avait parlé de toucher la cicatrice, justement. D'accord. Et cette sage-femme-là s'est trompée sur l'ordonnance parce que bon, j'ai vérifié. En fait, j'avais 2 traitements pour la tension. Donc un médicament en trop. C'est pas, ça va, c'est la tension, c'est le cœur, éventuellement, plus ou moins. C'est pas très grave. Non. Et donc du coup, je l'appelle. Voilà, c'est pas vital. Je l'appelle pour lui dire qu'il y a cette erreur-là. Et là, on est au jour de ma sortie, hein. Genre, j'ai les papiers, j'ai tout, quoi. Tout est prêt, je sors. Alexandre est là et tout, tu vois. Et elle me dit qu'elle arrive. Elle a pris 1 heure pour venir. Pour au final prendre l'ordonnance, revenir une demi-heure après et me dire que de toute façon le pharmacien l'aurait vu. Alors non, ma belle, parce que entre pharmacien et préparateur en pharmacie, il y a une différence. Les préparateurs en pharmacie sont peut-être pas tous au courant des traitements qu'un médecin peut donner au niveau de la tension, quoi. Surtout, bref. Et donc du coup, là, je lui demande, donc c'est sûr, là, c'est bon, je peux sortir. Et elle me regarde, elle me dit, mais il va falloir apprendre à gérer votre stress quand même, madame. Mais que de maladresse pendant ce séjour. Du jugement sur du jugement sur du jugement. Euh, Mon stress, c'est de leur faute s'il était là. Et c'était sûrement dû à ça. Hein. C'était dû à ça, mais je le sais très bien, ça a commencé dès le début, là, parce que j'ai voulu faire dans les grandes lignes. Là, maintenant, si je parle un peu plus des détails, il y a eu énormément il y a eu de la pure maltraitance, hein, pure et dure. La première fois que la puéricultrice a montré comment changer mon fils, j'avais jamais changé de bébé, hein. J'avais un petit frère, j'ai vu faire, mais j'avais jamais fait. J'avais encore la moitié de péridurale qui fonctionnait, j'avais ma jambe qui était encore paralysée, 1 sur 2. Donc du coup, j'ai pas pu en fait me lever pour voir ce qu'elle faisait et elle ne s'est pas mise dans un angle où je pouvais voir. Donc du coup, j'ai vu vraiment, mais j'ai rien vu en fait. Elle m'expliquait le truc, j'étais là en train d'essayer je galérais pour essayer de voir. Rien à faire, on passe à la suite quoi. Donc du coup, encore le change, je me suis dit bon, ça va, c'est un change. Ouais, c'est les soins du cordon qui sont particuliers quand même. C'est le cordon, exactement. J'avais peur en fait de mal faire. Et donc du coup, lorsque j'ai pu me lever pour m'occuper de ça, j'ai demandé à quelqu'un, je sais pas qui, jamais personne se présentait, donc je sais pas si c'était une puéricultrice, une assistante, à me montrer ça. Et en même temps, je lui ai dit parce que je comprends pas, j'ai du mal à lui mettre les couches quoi. Et là, elle me regarde, elle me montre le son du cordon et puis après une couche, elle fait non mais c'est normal, on vous a donné du 0. J'avais des Ah bah couches oui, ça. prématurées, elle revient avec des couches 1 et tout, que j'ai la puéricultrice du début qui vient à un moment, je sais plus pourquoi elle était venue et on parlait justement du change et j'en suis venue à lui dire justement oui c'est bon j'ai pu voir avec votre collègue et puis il avait des couches trop petites donc c'était pas évident. Et là elle me dit mais je vais m'inquiéter si vous n'arrivez pas à mettre des couches à votre fils quand même, 0 ou pas. Super, tu Très t'inquiètes, sympa. merci. Ensuite, cette puéricultrice-là ou assistante, je sais pas, elle était vraiment pas cool.
vraiment, vraiment pas cool. Elle avait un caractère qui était vraiment pas agréable. Pour le biberon, elle expliquait comment donner le biberon, en plus avec les anciennes méthodes, donc la tétine pleine et tout. Dit à Alexandre, qui était en train de lui donner le biberon, qu'à la fin du biberon, plutôt que de tenter de faire le row en position verticale, aujourd'hui, on masse le ventre. Je me dis, purée, j'ai jamais entendu parler de ça. Encore une fois, on fait confiance, tu vois. Et même si mécaniquement, c'est un peu bizarre, c'est le ventre d'un bébé. Oui. Après un biberon. Et donc du coup, Alex lui fait, et heureusement, Alex, il massait le pyjama. Heureusement, je pense qu'il a compris lui aussi, c'était pas très naturel comme délire. Et tu as une sage-femme qui rentre, ou une puéricultrice, je crois que c'était une assistante, c'est ça, à la base, et qui dit en gros à Alexandre, mais vous faites quoi là? Il vient de prendre le biberon, mais faites pas ça. Et l'assistante qui se barre. Ah, génial. Voilà. Donc, tu vois, même pas le respect de soi-même, de se dire je vais rattraper ma connerie. Non, restez dans votre merde. Je suis dans la merde et restez-y. Faut sortir faut vraiment avoir aucune race pour faire ça. Désolée, j'ai pas d'autre mot pour le dire. Comporter de cette façon, quoi. Et j'ai halluciné. C'est pas possible. Et si, ça l'est. Et en plus, on leur met la vie, nos vies et celles de nos pépés dans les mains à ces personnes-là. Non mais. Et après, par contre, c'est eux qui te disent faites attention. Ouais, c'est ça, exactement. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu aussi l'étape accident. On le sait, hein, que le périnée, il est complètement fucké. Il est Ah bah complètement. oui, Il a besoin il justement a un peu de de mal. beaucoup de repos et d'exercice pour aller mieux. Et en me levant de mon lit avec Glenn dans les bras, j'ai forcé sur ma zone abdominale, ce qui a ouvert les vannes et j'ai pas pu arrêter. On a beau le savoir, le vivre, c'est humiliant. Vraiment, Oui, c'est humiliant. oui. Vraiment, c'est alors que y a rien de. Enfin, c'est pas ta faute, quoi, mais tu te dis, c'est en train de se passer là. Et puis j'avais Glenn dans mes bras et j'avais peur de le poser en plus à ce moment-là parce que il n'allait pas très bien. Je sentais qu'il y avait des trucs un peu particuliers et j'étais perdue. Vraiment, j'étais perdue. Donc j'ai demandé de l'aide. Il y a une personne qui arrive et qui explique du coup avec Jeanne ce qui vient de se passer. Et elle me dit avec beaucoup de compassion, mais vous inquiétez pas, quand vous allez sortir, on va vous donner une ordonnance pour ça. Ça va aller. Et elle s'en va. Et elle t'a pas aidé? Non. Donc j'ai attendu, je me suis dit, ouais, envoyer une ASH ou au moins qui me ramène un truc pour que je puisse nettoyer moi, tu vois. Bah oui. Il n'y a rien eu. J'ai attendu, il n'y a rien eu. Donc je me suis dit, ok, bon, ok. Organisation, Glenn, je vais devoir te poser. Merde, ok, ça va, ça passe, il pleure pas, ça va. Ouh. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais aller me changer. Donc je vais prendre un bout de douche, j'essaye de juste passer de l'eau où je peux vite fait ici. Et je m'aperçois que j'ai plus de pantalon. Parce que quand j'ai perdu les os, j'ai changé régulièrement de pantalon parce que j'étais vraiment pas à l'aise à cause de ça. Et du coup, j'avais plus de fuite. Et je me suis dit, ok, je veux pas rester en culotte. Donc j'ai mis un grand t-shirt que j'avais. Et j'ai appelé à ce moment-là, j'ai envoyé un message à Alex en lui disant, rien à faire du Covid, tu me ramènes un pantalon, je vais pas rester à poil. Je pars pour faire ça. Et du coup, je prends une serviette, enfin ma serviette de bain que je passe sous l'eau chaude avec du gel douche et je frotte et je nettoie le sol comme ça jusqu'à ce que ça aille, hein, parce que je voulais pas qu'il y ait d'odeur. Enfin, il s'agit d'un pour mon fils, quoi. Merde, j'ai un nourrisson, un Oui, nouveau-né là, puis je pour veux pas toi, qu'il y ait cette odeur. Oui, pour moi aussi, évidemment. Et puis c'est humiliant. Enfin, je c'est voulais pas. gênant. Oui, c'est gênant. Ouais, rester là-dedans. Et donc non, il y a aucune ASH qui a été envoyée. D'ailleurs, j'en ai eu qu'une pendant tout le séjour. Non, je dis des bêtises. Les ASH, elles sont venues plusieurs fois, mais pendant tout le séjour, il y a une seule fois, on m'a demandé, vous voulez qu'on fasse votre lit? Ah oui, s'il vous plaît, parce que mon lit, il était encore plein de sang, parce que oui, hein, on saigne beaucoup. Vraiment, Oui. en fait, faire le lit, pour elles, c'était, elles ont relevé mes draps, ma couette, remis un drap dessus, remis l'oreiller, le lit était fait. J'ai passé 5 jours à dormir dans du sang. D'accord. Enfin, à qui on fait ça, s'il te plaît? Ah non, mais ne nous donne surtout pas les coordonnées de ta maternité, elle est à fuir. Ah ouais, mais ce serait Ah, peut-être pas une mauvaise chose que de la fuir, cette maternité. Enfin, moi, je pense aussi aux autres femmes. C'est quand même terrible de devoir vivre des choses pareilles, quoi. Donc voilà, par exemple, hein, dans les choses qui ont été assez compliquées, Hélène, du coup, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et je sentais dans la chambre qu'il y avait un parfum, une odeur d'acide. Vraiment, je me disais, mince, attends, c'est moi qui sens ça? Je me disais, c'est pas possible, mais ça doit être horrible. J'avais honte quand j'ai senti l'odeur. J'avais honte. Je me suis dit, putain, ça veut dire que les sages-femmes et tout, elles sentent cette odeur quand elles rentrent dans ma chambre. Mais comment ça se fait que je sente ça? J'avais pas compris à l'époque, mais en fait, c'était l'acide de Glenn parce qu'il avait des reflux gastro-œsophagiens, pardon. Il vomissait tout le temps. Tout le temps.
tout le temps. Et du coup, il vomissait de l'acide. On aurait pu être à ça, de l'œsophagite. Je me demande même aujourd'hui s'il l'a pas eu et ce qui pourrait aussi expliquer potentiellement pourquoi l'allaitement a été si compliqué, tu vois. Ils expliquaient ça comment? Ils ont trouvé, eux, ou ils l'ont pas expliqué? Non, bah non, à la maternité, on me disait, mais c'est rien, il a des glaires. Oui, la fameuse glaire. Voilà, il a des glaires, c'est tout. Il vomit les glaires. Les vomis en jet, c'est des vomis de glaires. D'accord. Et puis ouais, dès qu'il vomissait, ça sentait l'acide et tout. Enfin, et puis moi, à l'époque, j'avais aucune idée. Je ne savais même pas que ça existait le RGO à cette époque-là. Je ne Ouais. connaissais pas. J'avais entendu parler des coliques, mais du RGO, pas du tout. Alors que Si jeune, surtout. oui, en plus, bref, ça s'est avéré à ces 14 jours. Je m'en souviens de ça. Parce qu'il a fait un vomi tel en fait qu'il vomissait par le nez aussi. Je me suis dit: «Ouais, non, là, c'est pas possible». Enfin, OK, il y a les bébés ont des reflux, mais non, les bébés font pas ça quand même. Non, Et c'est pas l'exorciste. c'est ça. Et donc urgence et compagnie et puis ouais, donc RGO, et puis tout le blabla qu'il y a autour. Donc du coup, ouais, vis-à-vis de ça, j'ai eu aucune aide là-bas. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais on prenait pas au sérieux le fait que je m'inquiétais, de ça. Et puis elles ont senti le parfum, enfin l'odeur de l'acide, mais voilà, à croire que C'était normal. c'était normal. Donc après je Oui. suis pas rentrée dans 50 chambres de maternité dans ma vie, dans celle de mes sœurs, de ma mère. Il y avait pas cette odeur. Non, je connais pas. Attends. Ah. Parce que maintenant, on sait ce qui a causé la dépression. En ce qui concerne, la dépression postpartum, je l'ai su, très vite, hein, que je faisais ça. Parce que je m'étais renseignée, je sentais bien, qu'il y avait quelque chose de pas normal. Je suis une personne qui de base, on va dire sur la courbe du ça va pas, j'ai l'habitude un peu d'osciller. Mais là, c'était pas ça, c'était pas ça. Il y avait autre chose et de beaucoup plus profond. Donc je savais que c'était au-delà de ce que j'avais l'habitude de sonder. Et en me renseignant, du coup, j'ai vu qu'il y avait justement ce quiproquo entre la dépression postpartum et le baby blues. Baby blues qui est totalement dû en fait, à la chute hormonale Oui. et qui du coup ne dure, pas plus que de 7 à 10 jours après l'accouchement. Oui. La dépression postpartum peut durer des années après un accouchement et on était un peu plus que ça, quand vraiment ça allait pas. Donc je me suis dit: «OK, voilà ce qui m'arrive». Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai encore une fois demandé de l'aide. De Heu toi-même, tu t'en es rendu compte que tu avais besoin d'aide? ah oui, non, bah, Très complètement, rapidement. assez rapidement, ouais, et Glenn avait sûrement tout juste 1 mois, un truc comme ça. Ah oui, rapidement. Ouais, Parce qu'on entend souvent dire que beaucoup de personnes passent par des phases, où, elles ont souvent envie de se donner la mort ou plus envie d'être maman ou tout abandonner. Toi, tu as mmh. pas eu ce sentiment-là? Ah si, bien sûr que Si? si. Ah oui, bien sûr que j'ai eu ces sentiments-là. C'est justement ça qui m'a fait dire qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond parce que D'accord. ce ne sont pas enfin, je me connais, en fait, tout simplement et je sais quelle est ma noirceur. C'était une autre version de moi-même et après tout ce qui m'était arrivé, je voulais pas, en souffrir, je voulais pas en être victime, en fait. Même si je Tu me étais au mettais courant qu'on pouvait faire une dépression? c'est ça, Ouais. exactement et je me suis dit: «Mince, je veux pas, enfin, je veux pas que ça reste comme ça, je veux agir maintenant pour faire en sorte que ça me bouffe pas». L'entourage aussi. Et ton entourage l'avait remarqué? Mon chéri, parce que pendant ma grossesse et l'après-grossesse, même encore aujourd'hui, ma famille est loin de moi. C'est très difficile à vivre, encore aujourd'hui d'ailleurs. Donc mon entourage, c'est que mon chéri, j'ai personne d'autre. Quand je dis mon C'est entourage, c'est difficile. surtout Mais lui. tu en parlais avec ton entourage ou pas du tout? Avec ma famille, oui, j'en parlais, mais ça a été compliqué dans certains points. Parce qu'en fait, dans ma famille, elles ne le prendront pas mal, hein, ce que je dis. Il y a ma mère et une de mes sœurs qui sont des mamans de vocation. Mmh. C'est évident pour elles, en fait. Ça leur colle à la peau. Elles le font merveilleusement bien. Tout comme d'autres mamans d'ailleurs, hein, qui ne sont pas de vocation. Mais on sent que, Ça coule. Ça paraît plus naturel. exactement. Il y a pas eu de dépression, en fait, tout simplement postpartum. Il n'y a pas eu, ce qu'on connaît comme, tu disais, l'envie de tout laisser tomber, Mmh. le fait de se trouver vraiment, nul, le fait limite, de même pas ressentir de lien avec ton bébé ou, les phobies d'impulsion, par exemple. Et ça justement, ça a été compliqué parce que j'ai parlé des phobies d'impulsion avec ma mère et elle a pas compris. Oui. Elle a pas compris, elle a même eu peur, en fait. Ce que je comprends parce qu'elle ne l'a pas vécu C'est et difficile, quand on est face à quelqu'un qui fait une dépression et que quand on n'en connaît pas. Quand on n'est pas exactement. passé par là, c'est très difficile.
C'est ça surtout quand il y a un bébé, quand il y a un autre être que toi Oui. dans l'histoire. Parce que quand vraiment tu dis, moi je me souviens par exemple, je parlais avec ma mère parce que c'est l'une des personnes avec lesquelles je peux vraiment m'ouvrir à 100. Quand je lui disais, par exemple, que j'avais l'impression, que Glenn, m'aimait pas, que j'aimais pas mon rôle de maman. Je me sentais pas épanouie dans ce rôle-là. Elle niquait en fait. Elle se disait: «Mais c'est pas possible». Elle était là: «Oh non, oh non» et mon Dieu, moi je me disais: «Mais j'ai pas envie d'entendre "oh non, oh non". J'ai envie d'entendre, c'est normal de ressentir ça, t'inquiète pas, ça va pas durer». Et ma mère, elle panique en fait, parce qu'elle se disait: «Mince, ma fille, elle va pas bien, il y a mon petit-fils dans l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire?» Elle va lui faire du mal ou est-ce qu'elle va se faire du mal? C'est Bah, surtout ça. je alors aucune chance que ça aille jusque-là parce que ça, il y a aucun doute là-dessus dans ma famille. On sait que jamais, jamais on n'aurait passé ce pas-là, mais après, c'est aussi un souci parce que bon, faut jamais dire jamais. C'est les personnes à qui ça arrive, les bébés secoués et compagnie, c'est pas des mauvaises personnes, hein. On vrille et elles doivent vivre avec ce fardeau-là. Donc je pense que ces personnes-là, elles doivent bien se passer du jugement des autres, tu vois? Et c'est compliqué du coup. Alors évidemment, j'ai pas été jusque-là et Dieu merci parce que j'ose même pas imaginer la douleur que ça doit être que de vivre avec ça. Oui, puis par chance, tu t'en es rendu compte assez vite. Tu as fait Ouais, en sorte d'avancer assez vite. je m'en suis rendu compte assez vite parce que, mais c'est pas pour ça que ça a été plus doux. Non et puis c'est vite, mais c'est long aussi parce qu'un mois, c'est long. Un mois de dépression, c'est très long. Oui, carrément, carrément. Je m'en suis rendu compte aussi, parce que quand j'étais encore, à la maternité, j'ai eu un moment en fait de psychose, on va dire ça comme ça, de faible intensité, en tout cas des espèces d'hallucinations où j'étais persuadée qu'on m'avait changé de chambre. En fait, ce qui s'est passé exactement, c'est que, je cherchais mon crayon à sourcils pour pouvoir noter sur le petit papier, les Il y a biberons pas et l'échange de Glenn, parce qu'il voulait pas me donner de stylo et je le trouvais pas et je me disais: «Ah mais oui», je me suis dit: «Mince, il est resté dans l'autre chambre» et là, il s'est passé vraiment un débug dans mon cerveau. c'était pas un séjour simple, c'était un séjour rempli d'indélicatesse, Ouais, rempli de ouais, ouais. vraiment, vraiment. J'étais fatiguée Oui, et les traitements qu'il me donnait et tout. c'était lourd parce qu'il a fallu essayer, il a fallu Ouais faire plein de choses. Mmh. et donc dans ma tête, en fait, il y avait la maternité qui avait été dupliquée, en genre, elles étaient face à face et j'étais dans la même chambre, mais de la deuxième maternité et donc mon stylo était resté dans la première et là, je me suis dit: «OK, je comprends ce que c'est que la folie et de ne pas l'être». La folie, c'est avoir ce genre de pensée et ne pas comprendre qu'elle est fausse et se rendre compte qu'on ne l'est pas, c'est justement d'avoir la possibilité de s'apercevoir qu'il y a un bug, en fait. Oui, il y a un bug, quelque chose qui ne va pas. Exactement. Donc j'ai été amochée à ce niveau-là, tu vois? Il y a pas que émotionnellement qu'il y a eu un problème, tu vois? Au niveau cérébral pur et dur cognitif, il y avait un truc, ça m'avait complètement retournée, j'étais plus moi-même et donc du coup, à ce moment-là, lorsque je me suis dit qu'il fallait que je demande de l'aide, j'ai été voir mon médecin généraliste, mon médecin traitant, Mmh. qui m'a dit, qu'il fallait pas que je me fasse de soucis, que je faisais un Oui, baby comme la blues. première fois. Voilà. Rentrez chez vous, ça va passer. Il m'a donné des anxiolytiques. D'accord, quand même. Donc baby blues à un mois, donc OK et il m'a donné, des anxiolytiques qui n'ont servi strictement à rien du tout. Bah non, parce qu'il faut un suivi en fait pour que ça aille mieux. Donc ouais, ça a pas du tout été utile ça. Donc du coup, à ce moment-là, j'étais vraiment remontée parce que je me suis dit: Putain de bordel de merde, je demande de l'aide, qu'est-ce que je dois faire de plus? On m'écoute pas, on me prend pas au sérieux». C'est genre, je suis jeune maman, on me regarde avec un petit air, avec beaucoup de compassion, mais avec énormément de condescendance. On va me donner des conseils dont je m'assois littéralement parce qu'ils sont pas moi. Les gens ne demandent pas et puis les conseils, on en a marre, quoi. Enfin, c'est pas ce qu'on vient chercher qu'on demande de l'aide. On demande pas des conseils, on demande à ce qu'on nous donne les cartes qui nous permettent à nous de trouver ce dont on a besoin pour aller mieux. Pas qu'on nous dise: «Et c'est ça et c'est ça et c'est ça». Non, enfin, les conseils, on n'en veut Ça, pas, je quoi. sais, je le lis ça, je sais. Ah oui, Oui, puis je veux en sortir aussi. Je veux en sortir, je veux aller bien. bah, c'est ça, exactement et donc suite à ça, je me suis dit, enfin, du coup, avec une dépression postpartum, tu peux pas imaginer, enfin si peut-être, Et la heu sage-femme, tu n'as pas eu de suivi à la maison, auprès de la sage-femme? non, j'ai pas eu parce que c'était avec la PMI que je faisais ça. Et à Et aucun moment ils t'ont demandé comment ça allait? non,
À part la PMI, parce que du coup, j'en ai parlé à la PMI à sa venue du problème en l'occurrence, et puis du coup, je leur ai demandé de venir. En fait, ils venaient une fois par semaine et on débriefait de ça, mais franchement, enfin, c'était inutile, vraiment inutile, parce que justement, c'était les fameux conseils, en fait. C'était c'était encore plus infantilisant qu'autre chose. D'accord. C'est comme si ce que la dépression là que j'avais, comme si j'étais d'une fragilité extrême. Et encore une fois, tu sais, qu'on te regarde avec le petit sourire. Je déteste ça, quoi. Putain, c'est un truc, Je comprends. j'ai Et ça en donc, du horreur. coup, vers quel professionnel tu t'es retournée? Donc voilà, là j'étais complètement dépitée à ce moment-là et je me suis dit: «Bah, je vais aller voir un psychiatre. Je fais: "Qu'est-ce que je peux faire de plus?" Aller voir un psychiatre, quoi. Vraiment? Je sais que j'ai un problème. J'ai pas honte de me dire que j'ai un problème, je le sais. Je le sais, je vous le dis, aidez-moi à m'en sortir. Je le sais. Putain, Oui, c'est un cri de détresse. mais c'est ça. Et je suis pas en train de dire: «Au secours, je comprends pas ce qui se passe». Je sais ce qui m'arrive. J'ai juste besoin qu'on m'aide à appliquer un protocole pour que j'aille mieux, parce que je ne suis pas professionnelle là-dedans. Et donc du coup, je prends un rendez-vous en visio avec une psychiatre Paris, qui écoute les cieux de la tête, qui a des très bons commentaires, tu sais, sur son travail et tout. Arrive la consultation qui dure à peu près 1 heure, un petit peu moins, je crois. Elle me demande d'expliquer les choses. Donc, je lui explique la succession d'éléments qui, pour moi, ont conduit à cette dépression postpartum, éléments qu'on n'a pas vus de façon exhaustive ici, et c'est normal, qui sont plus intimes aussi. Et donc, du coup, elle en est arrivée, en fait, à la fin de ma discussion, fin de mon monologue, on va dire plutôt, à me dire que c'est normal ce qui est en train de m'arriver, que je suis pas en dépression. Ah d'accord. Je suis pas en dépression, que je fais une déprime. Je OK. étrange, parce que je me suis tapé quand même des phases à aller dans ma voiture, à rouler je savais pas où, juste pour pouvoir hurler pendant des minutes entières. En quoi c'est normal et naturel de faire ça, tu vois? Oui. C'est pas naturel, et je n'ai aucune honte à le dire aujourd'hui, et si jamais quelqu'un peut l'entendre, oui, on peut péter des câbles, mais vraiment faire des choses que même pas dans les films on voit, parce qu'on se dirait c'est surjoué. Ouais, ça peut arriver. La dépression postpartum, ça peut te pousser jusque-là. Mais voilà, le truc c'est que quand on n'est pas aidé, bah, la dépression postpartum, elle se décuple en fait. La souffrance, elle devient vraiment beaucoup plus fort, et pas juste un peu, fois 2, fois 5, fois 10, parce qu'on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, je me disais: «Je vais pas pouvoir m'en sortir, en fait». Parce que là, je suis en train de parler avec une psychiatre, elle est en train de me dire: «Je suis pas en dépression». Je viens de lui expliquer tout ça. Enfin, je suis en train de faire une déprime. Des déprimes, j'en fais dans ma vie, hein, déprime. Non. Là, j'avais envie, c'était pathologique, exactement. J'avais envie de tout plaquer, et c'était pas qu'une envie. Je pouvais avoir la pulsion de le faire, tu vois? Oui. Du coup, elle me dit ça, et elle me fait un diagnostic, une analyse sur Alexandre. Ah d'accord. Elle me dit, après ça, alors quoi, je te jure, j'étais pas très bien, je rigolais nerveusement, parce que comme d'habitude, il me faut toujours un temps de retard. Moi, ça, c'est un point qui m'énerve chez moi, j'ai toujours un temps de retard pour me rendre compte qu'on s'est bien foutu de ma gueule, en fait. Ou qu'il y a un truc qui est pas naturel. J'ai pas la répartie de dire les choses tout de suite, et c'est très dommage. J'y Oui, travaille. je comprends. C'est avec le recul que tu te dis: «Mais attends, c'est pas normal en fait ce qui vient de se passer». J'ai tellement tendance à faire confiance aux gens que du coup j'écoute ce qu'ils me disent, et j'essaye de voir où est la légitimité dans ce qu'ils me racontent, en fait. C'est Et ça. là, je l'avais pas trouvé, tu vois? Et elle finit par me dire: «Mais votre mère, elle peut pas vous prendre au sérieux», alors que je lui avais pas parlé de ma mère. Et elle me dit: Regardez-vous, vous êtes radieuse, vous êtes belle, c'est normal». Et là, je me suis dit: «Mais attends, j'ai payé plus de 100 balles là, et j'ai fait appel à un professionnel, un psychiatre, Oui. pour entendre: "Vous êtes belle, radieuse, on peut pas vous prendre au sérieux"». Non, mais si tu veux balancer ça à quelqu'un, il faut qu'il y ait 5 séances qui sont prises derrière pour expliquer justement quel est tout le concept autour de ça, quoi. Tu balances pas ça comme ça à quelqu'un. Non. Et surtout, je veux pas entendre ça. Et Bah non. en plus, avec la tronche que j'avais et tout, elle sait pas, moi, ce que je pense de moi-même à ce moment-là, en plus. L'estime de soi à ce moment-là n'est pas très beau non plus. Il est à la Exactement, hauteur de notre état, hein. exactement. L'estime de soi, il est absent totalement, et son jugement purement physique, je m'en serais vraiment passée, tu vois? Oui, je comprends. Le rendez-vous se termine, j'ai quand même un traitement.
Donc, je suis pas en dépression, mais elle me donne un traitement. Tu vois, la logique, hein. Et un traitement antidépresseur, la logique. Et donc, du coup, je le prends, le traitement. Je me suis dit, OK, j'ai quand même ça, c'est ce que je voulais, le protocole, après tout. Oui, voilà. J'essaye de voir le positif là-dedans, sauf que après la séance, justement, je prends le recul, je me rends compte de tout ce qui vient de se passer, je m'effondre. Là, je me dis, putain, je suis seule au monde. Je suis Oui, seule au parce monde. que si même un professionnel, on va dire entre guillemets «renommé» n'est Mm. pas capable de voir ma dépression, Ouais, qui va le voir, qui va le c'est ça. voir. Donc, à ce moment-là, je perds complètement pied. Et du coup, ouais, je m'effondre. Je m'effondre littéralement et je me rends compte de tout ce qui s'est passé et je prends le téléphone pour l'appeler et lui dire. Je voulais lui dire vraiment parce que pour moi, c'était dangereux en fait. Si elle s'amuse à faire ça avec toutes les femmes en Oui, dépression postpartum, moi, j'avais pas ce délire de suicide. Il suffit que, enfin, vraiment, elle m'a complètement mais désarmée. Le peu d'espoir qui me restait, elle l'a pris. Elle me l'a arraché, elle l'a mis comme ça par terre devant moi, elle l'a piétiné en regardant et en rigolant. C'est l'effet que ça m'a fait. Je l'ai appelé parce que je voulais lui dire ça. Je suis tombée sur sa messagerie. Je lui ai expliqué. Donc, j'ai réussi à expliquer, on va dire, le début correctement. J'ai fini en pleurs, disant que j'allais encore moins bien, en fait, depuis cet entretien avec elle. Et elle a essayé de m'appeler pendant 3 jours, plusieurs fois par jour, en me disant qu'il fallait que j'aille en psychiatrie. Donc, d'accord. la dame qui disait que je faisais une déprime, là, elle m'a appelée pour me dire qu'il fallait que j'aille m'hospitaliser en psychiatrie. OK. Non, mais dépression postpartum avec un bébé, 1 mois, maman en psychiatrie. Non, mais c'était ça la solution. Est-ce que tu te rends compte? Ou dans quel, L'absurdité de la chose. et ouais, l'absurdité de la chose et puis comment le lobby allopathique prend la main sur tout. Sur tout, c'est C'est fou. hôpital, bébé, maternité, hôpital, psychiatrie. Non, mais il y a un moment, faut sortir de ça, hein. C'est une idée reçue qu'on a, nous, jeunes mères, parce qu'on se dit, pour être sûr que tout se passe bien, il faut que j'aille à l'hôpital. Mais mon Dieu, en fait, on en est à des années-lumière. C'est un milieu où il y a pas de cœur et où tout ce qui se passe autour de ça, Et puis surtout, c'est autour un milieu où tout ça a débuté. oui, en La plus, dépression et vient de là, en fait. exactement, en plus. Et Donc, retourner, c'est cruel mais complètement, mais pour dire combien elle était à l'ouest, la dame aussi, quoi. Ou alors combien on m'a pas écoutée, encore une fois. aussi. Parce que je suis pas du genre, moi, tu sais, tomber en sanglots et j'en fais jamais des caisses, pas comme ça. Et du coup, je sais pas, c'est pas possible d'être en dépression postpartum et de réussir à avoir suffisamment d'esprit pour vouloir s'en sortir et poser des mots concrets. Et bah non, tu peux pas. Quelqu'un qui est en dépression postpartum, à mon avis, d'après les médecins allopathiques, il faut que tu sois effondré quand tu les vois. Mais c'est pas la vie. Pas C'est du pas tout. ça une dépression. Et pourquoi on n'a qu'un tiers ou je sais plus que seulement 30% je crois de dépression postpartum qui sont réellement diagnostiquées. Pourquoi? Mais parce que justement ils sont à des années-lumière de comprendre ce que c'est. Donc voilà et à combien c'est grave ce qu'ils font en fait. C'est vraiment gravissime. C'est des personnes à qui on fait appel quand on a besoin d'eux et ils nous enfoncent. Ils font pas exprès, mais ils nous enfoncent. Il faut que ça change et Oui, il qu'ils faut que ça prennent leurs responsabilités. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'applaudis pas. C'est bien, tu as fait des études, tu as voulu aider les gens, mais c'est bien. Mais maintenant, il faut y arriver. c'est ça. Et, et moi, j'applaudis pas. C'est pas possible. Je peux pas dire bravo à ces personnes-là. Ni merci d'ailleurs. Et du coup, tu t'en es sortie comment? Donc, suite à ça, j'ai pris le traitement. Le traitement, je pense qu'il m'a aidée, Oui. honnêtement. C'était Je pas le même que ton généraliste? Bah non, le généraliste, du coup, c'était un anxiolytique, j'ai arrêté ça, total. Mmh. J'ai pris les 2 en simultané au début et après du coup, j'ai pris que l'antidépresseur, c'était du Séroplex. Elle m'a dit que c'était un antidépresseur vraiment, tranquille, on va dire, doux, Oui. l'un des plus doux, l'un des traitements les plus doux, sans risque d'accoutumance. Voilà, hein, on va mettre des guillemets A aussi, priori. voilà, a priori. Je pense que j'ai commencé à voir je dis je pense parce que mine de rien, ça date plus non plus d'hier et il s'est passé beaucoup de choses depuis. Mais j'ai commencé à voir vraiment les bénéfices au bout de 3 semaines à peu près. Je me rendais compte de l'absurdité des choses qui pouvaient me traverser l'esprit. Comme D'accord. par exemple, je souffrais énormément de la tombée de la nuit. Quand la nuit tombait, je faisais une crise d'angoisse. Donc, astuce que ma sœur m'avait donnée parce qu'elle avait eu ce problème-là aussi, je devais fermer tous les rideaux de ma maison avant que la nuit tombe pour dire que c'était moi qui gérais ça. Et du coup, Ah! j'angoissais Bonne moins. idée ça. Bah Mmh. ouais.
Bon J'angoissais conseil. beaucoup moins. Et puis, à la tombée de la nuit, on s'était mis d'accord avec Alexandre pour qu'à ce moment-là, j'ai un temps pour moi où je devais faire autre chose. Lire, regarder une série, faire un jeu vidéo, peu importe, mais déconnecter en fait. Notre protocole, on l'a fait nous-mêmes, hein, au bout d'un moment. Donc, t'as pas rencontré d'autres professionnels. Tu t'es dit, Non, moi, je prends les j'ai choses dit en main. stop. Ouais, j'ai dit stop. Je me suis dit de toute façon, aller voir qui? Tout ce qui est allopathique, j'ai eu ce que je voulais, un traitement. Après, aller voir un psychologue. J'aurais pu potentiellement aller voir un psychologue, mais encore une fois, 30%. J'avais plus la force là. J'avais plus la de raconter mon histoire et qu'on se foute de ma gueule. Je comprends. J'avais plus la force. C'est eux qui m'auraient achevé. Si j'avais encore eu cette histoire-là, ils m'auraient achevé. Et Vraiment. du coup, tu as trouvé tous ces petits conseils donc, par ta sœur, Ouais. par vous, sur Internet, En parlant beaucoup, en parlant ouvertement avec Alexandre. ah, je sais pas, ton entourage, tes amis. Euh, Bah, mes amis, ils ont tous été absents, tous. D'accord. Il y en a qui le savaient pourtant, mais je pense que les amis dans ces moments-là ont tellement peur de gêner Oui, que je comprends qu'ils aussi. sont pas là. Ça a été difficile aussi d'ailleurs, mais du coup, j'avais vraiment que ma famille sur qui compter, par visio ou par téléphone. C'était dur, mais évidemment, ils ont fait partie c'est un des piliers qui fait qu'aujourd'hui je vais mieux, hein. Ils m'ont beaucoup aidé, beaucoup Même à aidé parce que distance. même à distance, exactement. Parce que il y a eu des moments où vraiment, ouais, qui étaient très complexes. J'ai eu un gros pétage de câble chez moi en voyant du coup Alexandre avec Glenn et ma belle-mère qui venaient en fait à la maison à chaque fois que je sortais de la maison. Donc je me demandais vraiment ce qui se passait en fait. Je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi elle venait quand je m'absentais. Surtout que je n'avais pas dit que je voulais pas qu'elle vienne, bien au contraire, avec Alexandre, on s'était dit que c'était une aide précieuse, ne serait-ce que pour que je puisse prendre une douche, tu vois? Et oui, et prendre du temps pour toi. Ouais, donc je comprenais pas pourquoi elle venait quand j'étais, et en plus avec la dépression postpartum et le fait que faut comprendre que mon cerveau ne pensait plus normalement. Mm. C'était il y a des choses qui pourraient sembler absurdes aujourd'hui qui ne l'étaient pas à l'époque. Et du coup, je me suis dit que c'était pas net. Il y avait un truc qui était pas logique, qui était pas net et ça m'a beaucoup énervée en fait. Et Alexandre, du coup, m'a demandé à ce moment-là comment j'allais parce qu'il avait vu que ça allait pas à mon visage et je lui ai dit que ça allait pas. On a commencé à monter le ton et ma belle-mère a voulu prendre part. Chose qu'elle aurait pas dû faire parce que du coup, ça m'a encore plus énervée et malheureusement, j'ai eu un gros pétage de câble à ce moment-là avec, la cerise sur le gâteau, ma belle-mère qui ne voulait pas me rendre mon fils. Donc le Ah, truc inhumain qu'on ne fait pas à une mère. Jamais, jamais. Enfin, jamais. je sais même pas si on peut seulement s'imaginer ce que ça fait. Je l'ai vécu, c'est, le délire de la maman louve là, je l'ai senti me bouffer, mais vraiment. Et ça, c'est inoubliable ce qui s'est passé à ce moment-là, que vraiment j'ai appelé ma famille à ce moment-là et que je leur ai tout balancé et que je me suis dit, tu vois, qu'il y avait un vrai problème, fallait que ça s'arrête. Parce que ça commençait à prendre de l'ampleur dans la vie empirique. C'était pas que émotionnel ou c'est pas genre, ah, il se passe d'horribles choses dans ma tête, mais par contre, dans les faits, il se passe Cette rien. crise, elle s'est passée à quel moment? Après les rituels ou Avant. avant que tu consultes? Ouais, exactement. C'était l'élément déclencheur en disant Ouais, faut que je fasse quelque chose. tout à fait. Mais voilà, tout ça pour illustrer le fait que lors de la dépression postpartum, j'avais voilà, des trucs complètement, euh, des processus cognitifs qui n'étaient pas logiques en fait, pour la plupart des gens. Comme j'avais l'impression que la galère que j'étais en train de vivre avec Glenn, la galère que tous les parents vivent, des bébés qui se réveillent toutes les 3 heures, avec le rituel couche, biberon, lavage de nez, toilette et tout. La fatigue, le RGO en plus pour lui, plus les coliques et Les tout. freins. Les freins, ouais, les biberons étaient chaotiques. Les vomis et tout. Enfin, du coup, pour moi, dans ma tête, j'étais bloquée. Ma vie allait être comme ça. Ma vie était devenue ça et je n'arrivais pas à me dire dans ma tête que ça allait être temporaire. J'avais beau me dire que d'ici quelques mois, ce sera sûrement autre chose, ce n'était pas vrai ce que je me disais. Ça n'était pas logique. Il n'y a plus rien de logique en dépression postpartum. Plus rien. Et on vit avec ces idées-là, on vit avec ça au quotidien, et ça vient impacter au bout d'un moment les relations avec son conjoint. Et c'est normal. Ça vient impacter tout, en fait, absolument tout dans son quotidien.
Et ça, c'est important de le savoir et je pense que ce serait bien que ce soit que ça fasse partie des choses de l'accompagnement des femmes enceintes. J'aurais aimé le savoir et Je suis surtout d'accord. que c'est OK quand avec ton conjoint, bah, ça galère, ça clash. Le baby clash, c'est pas un mythe, ça existe. Mais il faut se pardonner ça. Faut savoir que dans cette période-là, les hommes aussi peuvent taper des dépressions Oui, et puis il y a aussi beaucoup de fatigue. Et bien quand sûr, il y a beaucoup de fatigue, on s'emporte beaucoup aussi. mais oui, il faut entendre et concevoir qu'on est des versions de nous-mêmes primitives dans cette période-là et qui ne sont pas nous. C'est des versions de nous-mêmes vraiment amoindries C'est et ça, il faut le savoir et du coup ne pas prendre en compte toutes les blessures qui pourraient en fait oui, survenir des altercations de ces 2 nouvelles entités, de ces 2 nouvelles versions en fait, c'est qui ça, qui sont l'homme et la femme dans le couple. c'est ça. Ça va clasher, ça va faire mal, ça va se dire des trucs horribles, ça pue. Il y en a qui arrivent, hein, très bien, hein, et tant mieux pour eux, mon Dieu, c'est tant mieux. Mais c'est pas la grande majorité. Par contre, c'est un tabou, ça. C'est pas pou Et alors quelle fierté de s'en sortir. Je sais pas toi, Oh mais oui, oh quelle oui. fierté de voir qu'on a réussi ensemble finalement, même si à des moments on s'est détestés, on a dit Oui, des choses qui étaient pas très sympas. Ouais, quelle fierté. oui, c'est ça et puis justement, le principe de s'en sortir, c'est réaliser le fait que dans la vie, il y a certains événements qui font que, on doit pas prendre de la même façon les choses qui nous arrivent en pleine poire. Il C'est faut ça. savoir être tempéré en fait, les éléments, et là, à l'arrivée d'un bébé, d'un premier de surcroît, ouais, il est possible d'être vraiment crapule, C'est ça. d'agir comme une crapule. C'est vraiment, vraiment Puis, possible. nous, je dis pas que eux, mais nous, on a un réel chamboulement hormonal quand même. Oui. Et puis, il faut qu'on s'assume aussi beaucoup physiquement. Mmh. Je sais pas toi comment tu t'es, enfin, si, j'imagine, mais je sais que beaucoup, on s'assume pas physiquement après l'accouchement. Ouais. Et du coup, moi, j'étais un petit peu exécrable sur ça avec lui, alors que lui, il avait que les yeux de l'amour. Moi, j'avais pas la même vision de moi-même. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident. Alors ça, c'est quelque chose que je comprends aussi, tout à fait. D'ailleurs, c'est intéressant aussi parce que, je veux juste te dire que ça existe. Alexandre me fout la paix. Il comprend. Il comprend ce que c'est, enfin, il s'imagine en Oui. tout cas ce que c'est que de vivre ce que vit une femme, depuis la grossesse à l'accouchement et après Et puis c'est surtout qu'il a été là, qu'il l'a vu. oui et il me fout la paix. Pour lui, on en a parlé ouvertement. Le sexe après l'accouchement, c'est pareil, c'est quelque chose dont on entend peu parler malheureusement, mais c'est un sujet pourtant à aborder et on en a parlé ouvertement. C'est moi qui ai voulu en parler pour pouvoir prendre les devants, en lui disant que, si jamais il s'avère qu'on ait ce problème pour, X ou Y raison, Mmh. que, faudra pas hésiter à faire en sorte, plutôt que d'en parler et de se jeter la pierre, à faire en sorte de raviver la flamme. C'était juste pour lui dire ça D'accord, oui. et au moment où je lui ai dit ça, lui, le seul truc qu'il m'a dit, c'est: «Mais de toute façon, je m'en fous. Moi, je serai là quand toi tu seras prête». En effet, ça existe et j'ai eu cette chance-là. Je m'en suis pas souciée une seconde. Ouais, c'est génial. Vraiment pas une seconde, quoi, Puis le plus important quand même, il faut pas oublier, c'est communiquer. C'est dur, hein, c'est ouais, dur. Surtout quand il y a un bébé avec des débuts pas toujours faciles, parce ouais. qu'on aura tendance à croire que c'est facile et puis on veut que ce soit facile et c'est pas toujours facile. On est épuisé, on a plus l'énergie après, hein, pour ces choses-là. Voilà, et puis le plus important, c'est ça, c'est d'être ensemble. Je vois que tu as donné aussi beaucoup de conseils. Je t'en remercie sur, toi, tu t'en es sortie, toute seule avec, ton compagnon et ta famille. Ouais, mais faut pas hésiter à demander de l'aide, ça c'est sûr, hein. C'est ça, en fait. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il Ouais. ne faut pas hésiter à demander de l'aide et ne pas avoir honte, en fait. Il n'y a pas de tabou, il faut oser parler et en fait, oser tout simplement libérer sa parole. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Mmh. mais plus on en parlera et plus on remarquera qu'on n'est pas toute seule et ça fait du bien. Mais bien sûr, mais je suis tout à fait d'accord avec toi et d'ailleurs, j'ai malheureusement vu ça sur, pas mal de réseaux sociaux. Autant, des femmes dire justement que, ça leur fait peur. Mais non, arrêtez, faut pas que ça vous fasse peur, Il n'y a rien d'effrayant. c'est juste la vérité. Mais la Oui, vérité voilà. peut aussi aller dans le bon sens. Il y a des femmes qui s'en sortent très bien, mais on est dans une, société aujourd'hui où jusqu'à aujourd'hui, on n'a parlé que de cette minorité-là. Des femmes pour qui c'était merveilleux et c'est une minorité.
Oui, Donc, c'est une minorité, bien entendu. aujourd'hui, on fait juste donner la parole à celles qui, rêvaient de pouvoir parler de tout ça, mais qui ne l'osaient pas par peur du jugement. Et aujourd'hui, c'est une force qu'on a de s'assumer et que le jugement, mais on s'assoit dessus, littéralement. Je m'assois Oui. sur le jugement des autres et le jugement de ma famille, le jugement de mes amis, de mes proches. Ils sont là pour m'épauler, pour m'aider. S'ils ne comprennent pas, je ne leur en veux pas, mais s'ils me jugent, ça ne m'intéresse pas. Tout à fait, je suis totalement d'accord avec toi. Je te remercie beaucoup de nous avoir témoigné en fait de ton parcours. Bah, je t'en Je prie. sais que tu as d'autres choses à nous dire, donc on les garde pour et c'est très intéressant et c'est très enrichissant. Et on les garde pour un prochain jour, en espérant que ton témoignage en aide beaucoup. Et je te Bah, oui, remercie j'espère aussi. Merci à toi. et je te dis à très vite. Grossesse, Conseils, Ensemble. maternité, astuces. parentalité. La boîte à maman. Bah oui, c'est la boîte de maman.